On ferait la présentation comme cela. Alors, juste deux mots pour dire. D'abord, pourquoi on fait la présentation? C'est parce que j'ai servi d'entremetteur pour faire venir Nicolas, mais je suis surtout très ravi qu'il soit venu. Je suis ravi pour deux choses. La première, c'est parce que c'est un jeune collègue, il est enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 à Paris. Alors je dis jeune, évidemment, dans la salle, c'est très relatif, mais c'est un jeune collègue, puisque ça fait 8 ans, je crois, que tu as été recruté comme enseignant-chercheur, ce qui, voilà, est bien. Et pourquoi ce côté jeune est intéressant? C'est parce que Nicolas fait partie de ces économistes jeunes qui a longtemps œuvré et continue dans une association qui s'appelle l'Association française d'économie politique. Il a même été, je crois, vice-président, tu as occupé des fonctions importantes dedans. Alors c'est une association qui est très importante puisque on entend souvent dire « Or, les économistes disent, les économistes disent ». Or, l'un des objets, voire l'objet majeur de cette association, c'est de montrer qu'il y a un pluralisme chez les économistes. En effet, il y a une tendance de certains à œuvrer pour dire qu'il y aurait un discours unique des économistes et de laisser à croire qu'il n'y aurait qu'une façon de penser. Eh bien, Nicolas fait partie de ces gens, a investi pour montrer que non, il y a d'autres discours, d'autres possibilités. Et alors, le fait qu'il soit jeune me dit que le combat n'est pas perdu. On peut espérer que dans les années à venir, ce combat va venir. Mais ce qui est surtout, ils m'ont coupé le micro. L'autre chose pour laquelle il est intéressant de venir, c'est que, évidemment, c'est des travaux que mène Nicolas. Alors, initialement, ces travaux portent en économie plutôt, on va dire, de la santé et de la protection sociale, c'est pour ça que la Sécu. Et sa thèse portait sur l'interrogation autour des médecins, la mise en place d'une performance chez eux, mais tu nous en diras peut-être un mot. Mais, voilà. Il a beaucoup travaillé, alors j'aurais pu vous faire la liste de tout ce qu'il a publié, mais je crois que c'est long et c'est pas la peine. C'est un collègue, un jeune collègue très actif, très dynamique, qui a beaucoup de visibilité. Il est venu nous voir, mais je crois que tu en es à une 50aine de présentations dans des librairies, des séminaires de l'ouvrage et autres. Et puis surtout, il vient nous présenter un ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire, grâce à Yves d'ailleurs, qui m'avait prêté le livre, extrêmement stimulant, avec un titre un peu étonnant, qui s'appelle « La bataille de la Sécu ». Mais, Yves, la Sécu, ça te dit quelque chose? Eh bien, oui, c'est vrai, du temps où j'étais enseignant, j'ai souvent rencontré une confusion. Les élèves me disaient « Monsieur, la Sécu, c'est l'État ». Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben évidemment, c'est la même chose, non? Est-ce que les parlementaires ne votent pas le budget de la sécurité sociale? Ça a toujours été comme ça, non, Yves? Eh bien, je ne suis pas sûr. Et c'est peut-être pas même le même budget, si? Ah oui, tu as raison. Le budget de la sécurité sociale, c'est pas le budget de l'État. Étonnant. On peut même dire une chose, mais Nicolas le rappellera. Le budget de la Sécu, il est plus gros que celui de l'État. Étonnant comme résultat. Alors peut-être c'est l'inverse, c'est l'État qui est dans la Sécu. Non? Et bien à ce moment-là, ça expliquerait d'autres réflexions qui ont été faites à l'époque, où on me disait, mais monsieur, il y a des sociologues qui parlent d'état social quand ils parlent de la Sécu. État social. C'est beau ça, non? Ça fait rêver, non? C'est quand même beaucoup mieux qu'État-providence. C'est un progrès, Yves, tu ne penses pas, non? Moi je pense que l'État... Vous ne pensez pas, vous, l'État social, ça fait quand même bien mieux, non? Il s'occupe des pauvres. Voilà. Mais c'est sûr que je lui pose une question. Bismarck, sous son casque à pointe, était-il si rempli de compassion pour l'humanité souffrante qu'il ait inventé, dit-on, l'assurance sociale après avoir fait tonner la grosse Bertha et éliminer un certain nombre de communards au passage. Mais ça, c'est une parenthèse qu'il faut vite refermer.
la Sécu, c'est peut-être une drôle d'histoire, finalement. Mais je crois que le plus qualifié pour en parler, c'est Nicolas. Voilà. C'était impressionnant. J'ai presque plus rien à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'accueil, pour la présence de tout le monde. Vraiment, je suis ravi d'être ici. Ravi de pouvoir discuter avec vous de cet objet un peu étonnant qu'est la sécurité sociale. Et je vais essayer de rendre hommage à votre invitation et à cette présentation qui est élogieuse et extrêmement originale. Alors là, je ne sais pas si je vais réussir. Bon, je vais essayer. Ce que je vais essayer aussi, c'est de respecter un peu le temps qui m'a été imparti, c'est-à-dire essayer de ne pas faire en sorte que vous finissiez tous assommés. Et pour ça, je me suis mis un petit chronomètre, mais il ne faut pas hésiter à me faire les gros yeux, parce que moi je suis du genre très bavard. Alors bon. Donc j'ai eu la chance d'être invité justement parce que j'ai écrit ce bouquin qui est issu de mes recherches, qui s'appelle « La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé ». Et alors, effectivement, je suis un genre d'économiste un peu particulier, tu as bien fait de le dire. L'une de mes particularités, c'est d'essayer de répondre à des problèmes qui semblent en fait naïfs, des problèmes simples, et de parler avec des mots simples. Alors, ce que je fais dans mon travail, c'est vraiment le plus possible de partir de problèmes très concrets et d'essayer de donner des solutions, des éléments de compréhension qui eux aussi ne cherchent pas à jargonner. Ça ne veut pas dire que les collègues qui font ça, il faut les mépriser, pas du tout. Mais ça veut dire que c'est ma façon de faire. Et alors, sur cet enjeu de la sécurité sociale, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à me poser les questions que je me pose. Et les travaux qui conduisent notamment à sacrilège, critiquer l'État social. C'est sûr qu'en plus c'est très... Enfin, j'imagine que tout le monde se rend bien compte. Hein. Aujourd'hui, dans une période où il y a des privatisations, marchandisations, etc. Critiquer l'État social, c'est quand même gonflé. Hein. Donc, je vais essayer de montrer que ça peut avoir du sens. Et alors, quelle est cette question naïve qui fait l'objet de mes recherches? En fait, elle prend ses fondements, non pas tant dans l'université, parce qu'à l'université, malheureusement, pour plein de raisons, des fois on ne fait pas des trucs très intéressants, mais elle prend un fondement dans la vie quotidienne, et notamment la vie quotidienne face à la Sécu. Parce que quand on entend parler de la Sécu, habituellement, on en entend parler comment? On entend parler en disant il y a le trou de la Sécu, ça coûte cher la sécurité sociale, il y a des déficits énormes. Ou bien, plutôt, on va entendre parler de discours sur l'abus et la fraude des assurés. C'est-à-dire que, oui, la Sécu, c'est une bonne idée, mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui fraudent. Et parce qu'ils fraudent, ça rend le système, ça met le système en déficit, ça le met en danger. On va dire quoi encore sur la Sécu? On va dire sur la Sécu, la Sécu, oui, mais c'est gentil, mais de toute façon, on ne peut pas augmenter les ressources de la Sécu parce que vous vous rendez compte, toutes ces charges sociales qui pèsent sur nos entreprises, dans la concurrence internationale, les pauvres, comment elles vont faire? Et donc, des discours publics, les discours médiatiques, la plupart du temps, ils sont d'une nature assez particulière. Personne ne dit, ou en tout cas personne ne dit ouvertement, qu'il faut liquider la Sécu. Même parmi ses plus grands opposants. Hein. Ils disent, oui, la Sécu, c'est une super idée. Mais bon, le monde a changé. Donc, pour la préserver, eh bien, il faut la réformer. Et la réformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire l'accès aux droits. Typiquement, l'année dernière, la réforme des retraites, c'était quoi? C'était, oui, il y a des déficits, et pour être sûr que la Sécu soit encore debout dans 20 ans, il faut faire une réforme des retraites. Ça veut dire quoi? C'est plus dur de partir. Ou vous partez avec de moins bonnes conditions.
Là, ces derniers jours, moi je suis plutôt spécialiste des questions de santé, hein, ces derniers jours, c'était quoi? C'était « Ah, il y a des déficits énormes de la Sécu, et on se rend compte que les gens prennent plus d'arrêts de travail. Tous des fraudeurs. On va réduire l'accès aux arrêts de travail. Okay, les 8 premiers jours, c'est fini. Il n'y aura plus d'indemnité journalière. Costaud. Ou alors, toujours sur la maladie, toujours pour rester dans des choses très, très contemporaines, parce qu'après, vous allez voir, on va faire un bond dans le temps. Oui, mais vous vous rendez compte, les gens consomment trop de médicaments. Ils s'abusent. Donc, on va augmenter les franchises médicales. Et en fait, à chaque fois, c'est pas pour liquider la Sécu, c'est pour la sauver. D'accord ? Et on nous dit, bon voilà, terrible, et on n'a plus de sous pour la Sécu. Et alors, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que quand on recule de 2 pas, on essaie de prendre de la profondeur historique. Quelle est la grande date qu'on connaît tous sur l'histoire de la Sécu? C'est 1945, 1946. C'est la création de la sécurité sociale. Alors évidemment, il se passe des choses avant, j'y reviendrai, mais c'est la date qu'on connaît. Et alors du coup, se pose une question tout de suite très étonnante. Super bizarre. Aujourd'hui, 2024, on n'a jamais été aussi riche. Et pourtant, on serait incapable d'étendre la sécurité sociale, alors que la Sécu, elle a été construite en 1945, à un moment d'appauvrissement extraordinaire. Parce que 1945, c'est un moment d'appauvrissement extraordinaire. Suite à la guerre, il y a plein de gens qui malheureusement décèdent, il y a des mutilés, il y a des veuves, des orphelins, des gens qui sont dans des conditions qui sont beaucoup plus douloureuses, qui les empêchent de participer à la production de richesses dans le pays. Il y a des destructions massives, destructions de personnes, bien entendu, mais des destructions massives. Des routes, des voies de chemin de fer, des usines, tout un tas de terrains et d'infrastructures publiques ou privées sont détruites. En sortant de la guerre, on est plus pauvre que quand on y rentre. Le niveau de vie ouvrier à la fin de la guerre, il retombe à ce qu'il était à la fin du 19e siècle. On perd 50 ans. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la Sécu. Comment c'est possible? Ce que ça montre, à mon avis évidemment, il ne faut pas prendre ce que je dis pour parole d'évangile, d'autant plus que je ne suis pas croyant. Ce que ça montre, c'est que la création d'institutions telles que la sécurité sociale, la création des institutions de protection sociale en France, c'est pas avant tout une question d'argent. C'est pas avant tout on a les sous, alors on peut se payer des choses. C'est avant tout une question politique. Et donc c'est par le bouleversement des conditions politiques que va s'expliquer la création de grandes institutions de protection sociale. Donc c'est ça l'intuition que j'essaye de développer tout au long du bouquin, et montrer comment dans l'histoire contemporaine en France se déploie la Sécu. Et alors l'originalité du bouquin, alors en plus du fait d'exclure tout de suite l'idée que le problème principal c'est d'avoir des sous, l'originalité du bouquin est double, pour expliquer le développement des institutions de protection sociale, leur création et leur développement. La première originalité dans ce livre, c'est le fait que, en fait, je propose de considérer que la sécurité sociale, c'est une institution du conflit. Très souvent, on nous explique que la sécurité sociale, en 1945 en particulier, c'est le fruit de circonstances exceptionnelles où il y avait une grande unité nationale. Et la sécurité sociale, il faut des accords, des consensus très importants entre les parlementaires pour pouvoir faire quelque chose. Contre cette idée, moi je propose d'expliquer, je propose de montrer en quoi la sécurité sociale c'est une institution du conflit. En quoi la protection sociale c'est une institution du conflit. D'où le titre, la bataille. Conflit, 2 types de conflits, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le conflit social, bien entendu, et donc je vais parler, et je parle dans le livre, de révolution, de révolte, etc., etc. Il a été question tout à l'heure de la Commune. Mais aussi conflit militaire. Il faut se poser la question, est-ce que c'est un hasard si les grandes dates de protection sociale viennent après des conflits sociaux ou des conflits militaires? Pas forcément, et c'est ce que je vais essayer
d'expliquer. Donc vous voyez là, quand même, c'est la Sécu, c'est le conflit. Deuxième originalité, c'est, et donc là on en a eu un aperçu, c'est d'essayer d'expliquer que les formes de protection sociale publique, en fait, elles sont hétérogènes. Souvent, on oppose l'État au marché, en se disant que bah, voilà, c'est comme l'eau et le feu, un peu plus d'État ou un peu plus de marché. Et donc, il faut essayer de trouver un équilibre entre ces deux formes institutionnelles pour aller vers le progrès social. En fait, ce que j'essaie de proposer, et donc c'est par exemple pour la sécurité sociale, c'est est-ce qu'on met un peu plus de complémentaire ou un peu plus de sécu? Bon. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en réalité, dans ce qu'on appelle habituellement l'État, et que je propose de prendre un peu plus de généralité et de nommer public, dans la sphère du public, dans les formes de protection sociale publique, eh bien, il y en a des différentes. Il y a du public qui est gouverné, dirigé par l'État, qu'on appelle l'État social, mais aussi du public qui est dirigé par les intéressés, par les individus eux-mêmes, par les citoyens, par les classes populaires. On peut prendre des mots qui conviennent à l'auditoire sans problème. Ben, cette fois-ci, lorsque c'est du public qui est dirigé par les intéressés eux-mêmes, dans des formes de démocratie beaucoup plus radicales, eh bien, je propose d'appeler ça la sociale. Alors, la sociale, c'est simplement pour essayer de prendre un mot qui puisse être parlant et se distinguer de tout un tas de mots qui peuvent être clivants. Communiste, socialiste, anarchiste, c'est clivant. Et en plus, la réalité historique, c'est que c'est toutes ces façons de penser-là qui ont conduit à une forme de protection sociale dirigée par le bas. Et donc c'est un peu une commodité de langage, et pour ne pas me fâcher avec tout le monde, pour montrer que l'opposition pertinente, ce n'est pas forcément entre ces formes que je viens de citer, mais plutôt entre l'État social, à la Bismarck mais d'autres, et la sociale, donc des formes publiques dirigées par le bas. Et évidemment, l'enjeu, c'est de dire, c'est pas la même chose. Parce que quand les institutions elles sont dirigées de façon démocratique ou de façon plus centralisée, autoritaire, ça a des conséquences très différentes. Et des conséquences différentes, notamment vis-à-vis du positionnement par rapport au capital. Paradoxalement, ou pas, aujourd'hui l'État social est encore très puissant en France. Les dépenses de santé sont remboursées à 80% par du public. Mais comme c'est l'État qui dirige, il n'hésite pas à orienter tout cet argent vers des formes de production capitaliste. Les cliniques privées à but lucratif, l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Alors que si, on peut se poser la question, si ces formes de protection sociale étaient dirigées par les intéressés directement, par les classes populaires en particulier, et peut-être qu'elles se diraient, vaut mieux mettre les sous dans l'hôpital public que dans la clinique. Et donc c'est un peu cette histoire que j'essaye de raconter dans ce bouquin. Alors, la première difficulté, et donc là je sors de cette introduction un petit peu générale, mais bon, je pense que j'ai dit déjà l'essentiel, mais la première difficulté, quand on écrit un bouquin qui cherche à avoir une profondeur historique, c'est on commence quand. Et alors, le moment que j'ai choisi, c'est la Révolution française. Pourquoi la Révolution française? Parce que c'est un moment symbolique, mais aussi c'est un moment aussi qui, d'un point de vue matériel, permet de discuter de l'approfondissement du changement de la société française au sens territorial. C'est-à-dire que, en fait, la Révolution française elle permet de dire plein de choses sur le basculement de la société féodale à la société capitaliste. Ça ne veut pas dire que ça se passe au moment de la Révolution française, c'est des processus qui sont pluriséculaires, mais ça veut dire qu'il y a une accélération très forte qui permet de mieux voir tout un tas de choses. Les moments de crise sont souvent très utiles pour ça, ils permettent de voir mieux les choses. Donc évidemment, je ne dis pas du tout que il y a un avant et après Révolution française, même si sur plein de sujets c'est le cas. Mais en tout cas, ça permet de montrer des choses. Alors vous dites, mais ce monsieur qu'on a invité, il était censé parler de sécurité sociale, il parle de la Révolution. Et en fait, pourquoi je parle de la Révolution? Parce que c'est très lié. Parce qu'en fait, ce qui va se passer quand on va passer d'une société féodale à une société capitaliste,
les forces sociales, les institutions qui étaient chargées du soin, elles vont changer. Pour aller vite, les forces sociales qui sont chargées des institutions du soin dans la société féodale, c'est essentiellement la famille, la commune, mais aussi beaucoup le clergé. Les hôpitaux, beaucoup des hôpitaux ont une origine religieuse. Et parce que dans une société féodale, une société d'ordre, le rôle du clergé, en plus de la direction spirituelle, c'est de faire la charité. D'accord ? Et en fait, ce sont ces formes-là qui vont être broyées, détruites par l'avancée du capitalisme. Avancée qui va, par l'avancée du capitalisme et par aussi la formation de l'État en France. Et en 1789, c'est un moment symbolique. Pourquoi ? Parce que qui perd le plus en 1789 ? Probablement. En fait, c'est le clergé, c'est pas les nobles. Alors évidemment, le roi perd la tête, c'est sûr. Et ça, c'est... Voilà. Mais la noblesse, en fait, elle s'en sort pas si mal que ça. En tout cas, elle s'en sort pas si mal que le roi. Contrairement au clergé. Le clergé, en fait, il perd ses ressources, la dîme, mais aussi ses propriétés. C'est un grand propriétaire terrien, le clergé, jusqu'aujourd'hui aussi, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est un propriétaire terrien, l'un des principaux propriétaires terriens du royaume. Et en fait, les biens vont être récupérés pour financer la guerre, vous le savez. Et donc, en fait, l'institution, quelle conclusion pour ce qui m'intéresse, l'institution qui était chargée du soin, en fait, elle n'a plus les sous pour le faire. Parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe ? La façon de travailler change. Et donc les façons de travailler proprement capitalistes se développent. Or, qu'est-ce qu'on sait ? Elles sont plus dangereuses pour la santé. On n'apprend pas aujourd'hui, on n'apprend pas dans les années 70-80 avec les différents scandales de l'amiante et compagnie que le travail tue. C'est pas maintenant qu'on l'apprend. On le sait il y a très longtemps. Et dès avant même la Révolution, l'Académie royale de médecine publie tout un tas de documents où elle explique que quand même les gens meurent au travail. Et que ça peut poser problème, il faut se poser la question pourquoi. Donc, il y a une conscience très forte de la dureté. Ça sera beaucoup resté dans les mémoires avec évidemment les travaux de Marx et Engels, la situation de la classe laborieuse en Angleterre, mais dès avant ça, il y a cette idée que voilà, le travail. Donc vous avez une forme d'évolution en ciseaux où d'un côté, ceux qui étaient censés, s'occuper des soins, ils ont moins de financement, ils ont moins d'argent, ils ont moins de patrimoine pour le faire, et les conditions de vie se dégradent. Il faut ajouter à ça l'urbanisation. L'urbanisation, ça dégrade les conditions de vie, parce qu'aujourd'hui, quand on va en ville, il y a des trottoirs, il y a des égouts, etc. Mais ça n'existe pas au XVIIIe, XIXe siècle, et donc ça dégrade les conditions de vie. Donc se pose la question, au moment de la Révolution en particulier, mais ces forces sociales qui étaient chargées du soin, si elles tendent à disparaître, qui va en prendre le relais ? Et alors pourquoi c'est intéressant la Révolution ? Parce que c'est à ce moment-là que va se poser avec une clarté toute particulière la question telle qu'elle se pose jusqu'à aujourd'hui encore, avec la grande opposition entre la libre prévoyance. Si vous escomptez un jour être trop âgé pour travailler, si vous escomptez un jour être malade, et bien en fait il faut compter sur vous et uniquement sur vous. Face à ces gens-là qui vont développer ce type d'idées qui sont plus anciennes, bien entendu, il y a ceux qui vont dire non, il faut mettre en place des politiques sociales portées par l'État. Et donc il va y avoir une opposition très forte, et notamment pendant la période 93, il va y avoir tout un tas de lois qui sont très très avancées conceptuellement, qui vont promouvoir un système de santé qui pourrait paraître étrangement contemporain, où on prévoit que dans tous les départements, dans toutes les communes, il y ait des officiers de santé qui puissent distribuer aux malades de la farine, parce que le premier problème quand on est malade, c'est de manger, c'est même pas de se soigner, de la farine, éventuellement des herbes, etc. Donc il y a une pensée extrêmement développée, parce qu'il y a une conscience du fait qu'il y a des problèmes. On n'invente pas les institutions de la sécurité sociale quand on se rend compte qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a des malades. Les institutions de la protection sociale, elles datent du début du XXe siècle, éventuellement de la fin du XIXe. C'est pas parce qu'on se rend compte à ce moment-là, on sait déjà, mais il y a une opposition politique et économique forte à ce que se développent des formes publiques
de protection sociale. Et donc la réponse de la Révolution, ça va être non seulement de ne pas mettre en place de protection sociale au niveau étatique, mais en plus de réprimer ceux qui chercheraient à les mettre en place. Vous savez, à la fin de la guerre, vous avez, enfin à la fin de la guerre, oui, c'est aussi des guerres, mais à la fin de la Révolution française, au sortir de la Révolution française, et pendant la Révolution française aussi, il y a tout un tas de lois qui empêchent les regroupements, empêchent ce qu'on appelle aujourd'hui le syndicalisme. Loi Le Chevalier, décret à l'art, etc., etc. Donc on empêche les gens de se réunir, notamment de se réunir pour former des sociétés d'entraide, tout simplement. Et donc, vous avez toutes ces classes laborieuses, urbaines et rurales, qui sortent de la période révolutionnaire, avec des besoins de santé qui ont tendance à croître, des institutions traditionnelles qui sont en mauvais état. Le clergé est encore très puissant, hein. Il perd beaucoup, mais encore très puissant, et on va trouver des... comment dire, par exemple, hein, on va trouver des nonnes dans les hôpitaux jusqu'au XXe siècle, et très loin dans le XXe siècle. Hein. Donc le clergé sort affaibli, les problèmes de santé sont plus importants, et donc, que faire? Entre dans l'étau, entre d'un côté l'État qui ne veut pas mettre en place des politiques sociales ambitieuses, et de l'autre côté le capital qui rend la vie difficile aux gens, il n'y a pas le choix, c'est l'auto-organisation. Et donc les classes populaires urbaines et rurales vont s'auto-organiser pour inventer des institutions pour résoudre leurs problèmes concrets. Bien entendu, c'est des gens qui ont, de nombreuses qualités, mais ils vont s'auto-organiser aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que l'État et le capital, les forces sociales principales de leur époque, refusent de mettre en place des choses. Et donc il faut s'auto-organiser et créer tout un tas d'institutions, notamment en ce qui concerne la santé, parce qu'il y en a d'autres, hein, comme les coopératives, les sociétés de secours mutuels. Et alors qu'est-ce que c'est que les sociétés de secours mutuels? C'est une forme d'auto-organisation. Une forme d'auto-organisation, c'est la sociale qui émerge, où finalement, dans des conditions où il y a des besoins qui ne sont non satisfaits, les gens s'auto-organisent pour résoudre leurs propres problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'une société de secours mutuel après la Révolution française? C'est un endroit où les travailleurs ils vont mettre de l'argent en commun, des cotisations volontaires en commun pour les mauvais jours. Et alors pour les mauvais jours, c'est pas encore pour se payer le médecin, hein. Au début c'est pour payer ce qu'on appelle les indemnités journalières, c'est-à-dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les indemnités journalières, c'est-à-dire il y a une famille dont l'un des membres ne peut pas aller travailler, ils n'arrivent pas à se nourrir, on va les aider à se nourrir, on va leur donner soit de la nourriture, soit de l'argent. Ça va être financer, même pas des médicaments, au début des herbes, on va aller chez l'herboriste, on va acheter des préparations, plus tard des médicaments bien sûr. Ça va être financer des formes de démocratie, parce qu'on a une époque où alternativement on est sous l'Empire, sous la monarchie, etc., etc. Donc c'est des moments où la démocratie n'existe pas, et ces sociétés de secours mutuels, ce sont des institutions où se développent les initiatives et les pratiques démocratiques. Il va y avoir des banquets qui sont organisés, des formes de socialisation qui vont prendre le relais de ce qui n'existe plus, en particulier tout ce dont j'ai parlé juste avant. Et progressivement, ça va se développer. Progressivement, cette activité dans les sociétés de secours mutuels va se développer, et on va pouvoir non seulement payer ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais aussi des médicaments. Et pourquoi pas se dire que tiens, le pharmacien libéral qui est là, il pratique des prix quand même très élevés, on n'est pas sûr de ce qu'il met dans ses médicaments. Et si on recrutait nous un pharmacien pour faire une pharmacie mutualiste? Et ils vont faire ça. Ils vont commencer en fait à changer la production des soins. Donc là on finançait jusqu'à présent avec les mutuelles, les sociétés de secours mutuels, et bien maintenant on va se poser la question, et si nous, on décidait de nous-mêmes de comment on va produire les soins, notamment en allant, c'est ce que je viens de dire, recruter un pharmacien. Alors évidemment tout ça, c'est scandaleux pour les pharmaciens libéraux qui existent, ils vont s'opposer à ça, ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, c'est très très conflictuel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'ouvrir des dispensaires, etc., etc. Et donc vont se développer tout un tas d'initiatives comme ça, populaires, auto-organisées, parce qu'il n'y a pas le choix. Face à ça, que fait l'État? En fait, l'État, il va réprimer énormément. Il réprime, mais il va aussi changer progressivement de stratégie, parce que les mutuelles, elles vont être réappropriées. Parce qu'en fait, ils se rendent compte, les pouvoirs publics se rendent compte que les mutuelles, ça peut être utile. Ça peut être utile pour calmer la population.
Parce que dans certains secteurs d'activité, il y a une mine, par exemple, une usine, etc., etc. Le travail est très dur et il y a des accidents du travail. Et en fait, quand il y a des accidents du travail, il y a beaucoup d'agitation ouvrière, comme on dit. Mais en fait, c'est simplement des révoltes, de la contestation de la façon dont les gens sont traités. Et on se rend compte, ici ou là, que s'il y a une mutuelle qui est organisée par le patron, par le préfet, on peut payer des trucs et comme ça, les ouvriers vont se calmer. Et donc, ils ne vont pas chercher à ce que font les ouvriers habituellement, c'est-à-dire à changer la vie, ou changer l'économie, changer les relations sociales. Et donc, en fait, les mutuelles au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, elles sont assez ambivalentes entre instruments de subversion de la société et instruments de réappropriation, d'intégration à l'ordre établi. Et ce qui est très symbolique de cette ambivalence, c'est un décret de 1852 de Napoléon III, où il va créer deux grands statuts de mutuelles. Il va enfin les légaliser. Jusqu'à présent, elles n'étaient pas légales. Elles pouvaient être tolérées, mais elles n'étaient pas légales. Donc beaucoup de répression, et il y a des gens qui vont en prison pour ça. C'est ça la répression. Et alors c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, une politique incitative. Alors il ne parle pas comme ça, Napoléon. Mais c'est ça, c'est quoi? En fait, il légalise les mutuelles, sauf qu'il ouvre deux statuts possibles, deux grands statuts. Les mutuelles approuvées et les mutuelles autorisées. Déjà dans le langage, on comprend. Approuvé, c'est les gentils, et autorisé, c'est les contestataires. En fait, c'est exactement ça. Il faut comprendre ce que ça signifie la réappropriation par l'État des institutions populaires. Et alors, c'est quoi une mutuelle approuvée? Une mutuelle, elle est approuvée par qui? Par le pouvoir politique. Comment elle est approuvée? Par exemple, par le fait que le président de la mutuelle est nommé par le maire. Sauf qu'en fait, on se dit, le maire, c'est un gars qui est élu. Non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, le maire est nommé par le préfet, qui lui-même est nommé au niveau de l'Empire. Donc il y a un contrôle politique extrêmement fort. Ça va être ce qu'on appelle les membres honoraires. Les membres honoraires, c'est des gens qui donnent des sous, mais qui ne bénéficient de rien. Pourquoi ils font ça? Parce que la plupart du temps, ce sont des notables qui donnent des sous pour favoriser les institutions qu'ils ne considèrent pas opposées à leurs intérêts plutôt que d'autres. C'est ce qu'ils font. Donc ça peut être quoi? Ça peut être le médecin du coin, ça peut être l'industriel du coin, etc., etc. Donc ça, c'est le contrôle politique. Mais comment ça marche concrètement? Concrètement, ça veut dire que là, imaginons qu'on est à l'assemblée de notre mutuelle. En fait, c'est très différent si moi, je suis le représentant de l'Empire, ou si je suis un camarade. Et on comprend bien la différence. On va dire les choses différemment. Alors, quel intérêt à accepter ce statut de mutuelle approuvé? En fait, l'intérêt est purement économique. C'est-à-dire que si vous acceptez d'être sous statut approuvé, vous avez des facilités bancaires, vous avez des meilleurs taux à la Caisse des dépôts et consignations. On vous prête une salle, vous n'êtes pas obligé de l'acheter ou de la louer. De toute façon, vous avez le droit d'avoir une personnalité juridique, alors qu'on verra, les autres n'ont pas de personnalité juridique. Or, si vous n'avez pas de personnalité juridique, c'est compliqué de faire votre activité de mutualiste. Ça, c'est les mutuelles approuvées. Et en face, vous avez les mutuelles autorisées. Les mutuelles autorisées, en fait, elles ont le droit d'exister. C'est-à-dire que tous les avantages pour les autres, elles n'y ont pas le droit. Le seul avantage qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent décider librement de qui préside la mutuelle. Donc en fait, souvent, c'est un camarade. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se dit, d'accord, c'est pas sympa, mais en fait, c'est pire que ça. Parce qu'à partir du moment où vous allez déposer des statuts en préfecture, et que vous dites, moi, je ne suis pas approuvé, je suis autorisé, qu'est-ce que vous dites au préfet? Vous lui dites, surveillez-moi, parce que j'ai pas envie de savoir j'ai pas envie que vous sachiez ce que je fais. Et donc, il y a une forme d'autosélection. On dit tout de suite. Et donc, on braque les projecteurs vers des gens qui sont indociles. Donc, on voit à quel point la protection sociale, c'est aussi un sujet extrêmement politique et extrêmement conflictuel. Alors, étonnamment, dès après 1852, en fait, il y a une très grande quantité de mutuelles autorisées. Parce qu'il y a une conscience des enjeux, une conscience du fait qu'il faut être capable de rester autonome. Parce que c'est cet État-là ou ces capitalistes-là qui n'ont jamais voulu rien mettre en place pour nous auparavant. Ils ont seulement attendu la révolution de 48, encore une révolution, encore un conflit social très important, pour mettre en place une loi 1852, enfin un décret en l'occurrence 1852 qui est un peu de progrès. Et donc il y a beaucoup de mutuelles autorisées. Sauf qu'évidemment, avec le temps, vous savez ce que c'est que l'unité,
militer, c'est difficile. C'est d'autant plus difficile qu'en face, vous avez des choses équivalentes qui s'appellent des mutuelles, sauf que elles, quand vous mettez 10 francs, elles vous rendent 8 plutôt que 7. Et donc il y a un jeu de concurrence qui fait que pour plein de gens, c'est plus raisonnable de cotiser dans la mutuelle qui est la mutuelle approuvée. Et donc c'est difficile, et il va y avoir globalement une scission progressive du mouvement social français, qui n'existe pas dans tous les pays. Quelle est cette scission? La scission entre d'un côté le mouvement mutualiste, qui va être plus modéré, plus réformiste, même il va proclamer sa neutralité politique. Et de l'autre côté, le mouvement qui va devenir, qui ne l'est pas encore, parce qu'il va falloir attendre Valdez-Rousseau pour que ça soit autorisé, le mouvement syndicaliste, qui est beaucoup plus radical, qui continue à vouloir changer la vie, plutôt que simplement passer la serpillière sur les dégâts du capitalisme industriel. Et donc, globalement, voilà un peu la situation quand on arrive à la fin du XIXe siècle. Et en fait, on arrive à la fin du XIXe siècle, et en fait, on observe deux choses. Il se passe plein de trucs. Il se passe plein de choses. Sauf que du point de vue de l'état social, il ne se passe rien. C'est-à-dire que il y a des besoins monstrueux, c'est le siècle des misérables, d'accord? C'est aussi le siècle qu'on appelle plutôt en histoire le siècle des révolutions. Vous avez l'historien Hobsbawm, qui est un gars extraordinaire, qui explique que le 19e siècle, c'est le long 19e siècle, qui va de la Révolution française à la Première Guerre mondiale, qui est ponctué partout en Europe, et même ailleurs, par de nombreuses révolutions. C'est extrêmement bouillonnant. Et pourtant, quand on regarde dans les statistiques économiques, il n'y a pas de politique sociale. Les dépenses publiques de l'État entre 1789 et le début de la Première Guerre mondiale restent plus ou moins stables autour de 10%. Donc, en fait, l'État social, la politique sociale, on en parle, mais on ne fait rien. Il y a évidemment cette tentative de réappropriation du mouvement social, mais c'est tout. C'est pour ça que, en fait, l'État social en France, il naît par la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête, au moins pour discuter. Encore une fois, il faut discuter tout ce que je dis, contester, se rebeller. Et souvent, on a fait des manifestations dernièrement et tout. On se rend bien compte que la police, quand même, elle sert à empêcher les gens d'être sereins en manifestation. Et donc, elle sert à... on n'y aille pas souvent. L'armée, souvent, c'est très, très critiqué, l'armée, parce que l'armée, ça permet comment dire, pas de faire la guerre, bien entendu, mais aussi aujourd'hui, pour perpétuer des formes de néocolonialisme. Donc, généralement, il est assez courant de critiquer la police, de critiquer l'armée. Mais on se dit, oui, mais ça, c'est la main droite de l'État. Mais à côté de la main droite, il y a la main gauche. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La main gauche, c'est les politiques sociales. En fait, il faut regarder comment naissent ces politiques sociales portées par l'État. Elles naissent pas parce qu'il y en a besoin. Je l'ai dit un petit peu longuement, mais il y a plein de gens qui expliquent, plein de militants qui expliquent qu'il y en a besoin tout au long du 19e siècle. Et il ne se passe rien. Non, elles naissent parce qu'en fait, l'État va être rendu contraint de mettre en place des politiques sociales par la guerre. Et en fait, il y a plein de travaux en sciences sociales, des historiens, des économistes, des politistes, qui expliquent qu'en Europe, c'est pas une loi générale, de toute façon, en sciences sociales, ceux qui vous disent qu'il y a des lois générales sur les sociétés humaines, enfin, je veux dire, c'est pas des gens sérieux. Mais en tout cas, en Europe, sur la période qui nous intéresse, en fait, l'État social, le développement de l'État social, le développement des politiques sociales est très lié à la guerre. Et un type particulier de guerre qu'on expérimente au XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la guerre totale. Qu'est-ce que c'est que la guerre totale? La guerre totale, c'est la guerre qui abolit la frontière entre le citoyen et les soldats. Traditionnellement, les guerres, en fait, elles sont plutôt isolées sur le territoire. Elles concernent les armées. Elles concernent les gens qui s'en occupent. Bien sûr, là où se passe la guerre, la population qui y habite, elle est complètement désolée, parce que ça détruit les lieux, ça pille, etc., etc. Mais sinon, le reste du pays, mis à part par l'impôt, n'est pas concerné. Dans les guerres totales, il se passe autre chose, et c'est les guerres du XXe siècle, on sait tout ça très bien. Il y a une tendance à abolir la frontière entre le citoyen et le soldat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la guerre à l'avant, bien sûr, mais aussi la guerre à l'arrière.
Et toute la société se met en ordre de marche pour réussir à gagner la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire qu'on va réorienter l'utilisation de ce que les économistes appellent les facteurs de production, le travail, le capital. Hein, on va orienter le capital et le travail dans les usines pour produire ce qui est nécessaire pour faire la guerre. On va prélever de l'impôt alors qu'auparavant on ne le faisait pas. On va faire plein de choses nouvelles qui étaient impossibles quelques semaines, quelques mois auparavant et qui deviennent possibles du fait de l'état de guerre. Et en fait, ces travaux, ils montrent que finalement, si on étudie les liens entre guerre totale et état social, politique sociale en général, mais il y a trois moments. Il y a la préparation, la conduite et les conséquences de la guerre. La préparation à la guerre, c'est quoi? Et on voit ce genre de choses en France. C'est tout un tas de personnages politiques qui anticipent une prochaine guerre et donc qui vont mettre en place des politiques sociales dans cette perspective-là. C'est-à-dire que ces politiques sociales, pas parce que les gens en ont besoin, mais c'est parce qu'il faut prévoir la prochaine guerre. L'exemple typique en France, c'est les politiques natalistes. À la sortie de la guerre franco-prussienne de 70-71, il y a bien entendu l'écrasement par la Troisième République des communards, mais en sortant là, il y a tout de suite la volonté parmi les élites politiques de préparer la prochaine face aux Allemands. Et dans ce cadre-là, il y a une hantise qui est la démographie. En fait, il se trouve qu'en Allemagne, il y a une démographie qui est beaucoup plus dynamique qu'en France. Et donc, il y a tout un tas de développements sur ce qu'ils appellent à l'époque la dépopulation. Hein, toute ressemblance avec des choses qui ont pu être dites ces derniers mois serait fortuite. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en fait, c'est des gens très importants, c'est des ministres qui, à l'Assemblée, ils disent, oui, mais comment feront nos enfants, tout vaillants qu'ils sont, s'ils sont moins nombreux face aux armées allemandes? Et oui. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'on a refusé de faire jusqu'à maintenant? On va faciliter la vie des parents et des mères. On va libéraliser le mariage. On va mettre en place des financements pour les familles nombreuses, etc. Et il y a plein d'associations qui se développent, notamment des associations qui sont portées par des militaires ou des anciens militaires, qui cherchent à favoriser le fait de produire des enfants. Parce que quand on produit des enfants, qu'est-ce qu'on fait? En bout de chaîne, on a le futur militaire. Et donc on voit comment toute une série de politiques sociales, notamment natalistes, il y en aurait d'autres, on peut en discuter, en fait, elles ne viennent pas simplement du fait que ça serait bien que les mères, les parents soient aidés dans un moment qui est un moment particulier de la vie d'une famille. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la prochaine. C'est la préparation. La conduite de la guerre. La conduite de la guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la guerre commence, eh bien en fait, ça chamboule complètement la société. C'est-à-dire qu'en fait, en France, comme dans d'autres pays, on est dans des sociétés qui se disent libérales. Et donc qui se disent des sociétés où le marché doit être dominant, c'est l'initiative, la liberté individuelle. Et d'ailleurs, c'est au nom de la liberté individuelle qu'on refuse de mettre en place des politiques sociales. Parce que sinon, ça va générer de l'assistanat, ça va générer de la fraude, etc., etc. Et donc on laisse le marché faire. Sur plein de sujets, pas tous, je veux dire, la colonisation, c'est pas le marché qui le fait, c'est l'État avec l'armée. Mais le modèle général qui est discuté, qui est dominant d'un point de vue politique, c'est on laisse le marché. Mais qu'est-ce qui se passe lors d'une guerre? Lors d'une guerre, on ne peut pas laisser le marché faire. Le marché, c'est chacun prend ses décisions individuelles dans son coin et on espère que ça se passe bien pour tout le monde à la fin. La guerre, c'est pas comme ça. La guerre, il y a un ennemi. Et donc, il faut un niveau de centralisation des décisions qui est éminemment plus important. La guerre, sur le champ de bataille, c'est, un désordre complet. Mais derrière, pour réussir à organiser ce désordre, il faut une centralisation. Et donc, les moments de guerre sont des moments où il y a une affirmation du pouvoir de l'État. D'ailleurs, il y a un historien politiste qui, dont le nom m'échappe à l'instant, n'est-ce pas? Ça arrive souvent, je retrouverai tout à l'heure, qui explique que, en fait, la construction des États en Europe, elle s'explique d'abord par la guerre. On n'a pas construit la France parce qu'on s'est dit, tiens, et si on faisait la France, on s'en sort? Pas du tout. Par la guerre. Parce que par la guerre, vous devez lever l'impôt, vous devez battre monnaie, vous devez mettre au point une administration, etc., etc. Et donc par la guerre se construisent les États.
et Tilly, il s'appelle Charles Tilly. Et d'une certaine manière, lors de la Première Guerre mondiale, il se passe la même chose avec une centralisation du pouvoir dans les mains de l'État. Ce qui paraissait autrefois impossible devient possible. Par exemple, l'impôt sur le revenu. Pour nous, l'impôt sur le revenu, c'est tellement évident, après ça a presque tout le temps existé, pas du tout. L'impôt sur le revenu, il est en débat depuis le début de la Troisième République en 70 ou 61. On débat beaucoup parce que la fiscalité ne va pas bien, et donc il faut modifier la fiscalité, ce serait quand même bien de mettre en place un impôt sur le revenu. Et donc à l'Assemblée nationale, ça parle, comme les politiques sociales, ça parle beaucoup. Ils ne le font jamais. Quand est-ce naît l'impôt sur le revenu en France? À l'été 14. Pourquoi à l'été 14? Parce que à ce moment-là, il faut vraiment y aller. Il faut lever l'impôt pour être en mesure d'organiser la guerre. Préparation de la guerre, conduite de la guerre, conséquences de la guerre. Les conséquences de la guerre vont susciter le développement de l'État social en France. Pourquoi? D'abord parce que en fait, la guerre crée des nouvelles catégories de population, massivement. Donc il y a évidemment les décès qui sont tragiques, mais derrière ces décès, ça laisse des orphelins, des veuves, il y a aussi des mutilés, des anciens combattants. Donc toute une catégorie de gens qui ont donné leur vie à la patrie, qui reviennent et n'ont plus rien. Et donc face à ce qu'on appelle l'impôt du sang, il faut bien mettre quelque chose, parce que sinon c'est l'instabilité politique. Et c'est une des causes de la Révolution de 17. Et alors, les conséquences de la guerre conduisent à créer de nouvelles obligations de l'État vis-à-vis de sa population. Jamais il aurait pensé donner des droits jusqu'à présent. Et maintenant il va le faire. Et c'est comme ça qu'on va voir la généralisation et la mise en place des formes de protection sociale, notamment ce qui anticipe la sécurité sociale, les lois d'assurance sociale 1928-1930. Et là, vous allez vous dire, il abuse un peu, à la fin de la guerre, c'est en 18, là, les lois d'assurance sociale, c'est 1928. Comme causalité, c'est un peu lointain. Bon, en fait, pourquoi? Parce que les principaux opposants, c'est plus les politiciens, c'est plus le patronat, c'est ceux qui vont mettre en œuvre la loi, c'est-à-dire les médecins et les mutualistes. Et ça, j'y reviendrai peut-être dans la discussion. Mais en tout cas, on observe très rapidement dans les statistiques que le poids des politiques sociales, le poids de l'État dans l'économie a explosé. On était aux alentours de 10% du PIB en 14, en 18, 20, on est déjà à plus de 30%. Donc on voit que en fait, cette main gauche, elle a une histoire. Et que ce n'est pas celle qu'on veut bien croire habituellement. Alors, tout ça, ça permet de dire qu'en fait, la sécurité sociale de 1945, elle ne vient pas sur un terrain vierge. Elle vient, il y a plein de choses avant. Mais alors, c'est quoi l'originalité de 1945? En fait, l'originalité de 1945, c'est pas l'existence de caisses de sécurité sociale où on met des sous et on paye les soins des gens. Ça existe avant. Les lois de 1928-1930 dont je viens de parler avant, elles concernent la retraite et la santé. D'accord? On met en place une cotisation obligatoire. Alors, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le pouvoir sur l'institution. En fait, ce qui change en 1945, notamment du fait de la forme particulière que prend la guerre, entre un pôle collaborateur et un pôle résistant, c'est le pouvoir dans les institutions. Alors que les lois d'assurance sociale d'avant-guerre, c'était des lois paternalistes, c'est-à-dire que ceux qui dirigeaient n'étaient pas ceux qui cotisaient, avec la sécurité sociale de 1945, eh bien, il va y avoir un changement dans l'ordre du pouvoir qui est le changement majeur. Désormais, ça va être les cotisants, les intéressés eux-mêmes qui vont décider. Ce ne sera pas, en 1945, une étatisation de la protection sociale, ce n'est pas l'État social, c'est une socialisation. C'est-à-dire que dans toutes les caisses qui existaient auparavant, là où c'était des patrons, le clergé, parfois des fonctionnaires de l'État, d'autres fois des assureurs privés à but lucratif, qui dirigeaient, désormais ça va être les ouvriers de façon majoritaire. J'explique rapidement. Les accidents du travail, qui sont une loi importante, qui sont de la fin du 19e siècle, 1898, c'est géré par les patrons et les assureurs privés à but lucratif. Évidemment, les ouvriers ne sont pas contents, ils trouvent que c'est géré de façon beaucoup trop scandaleuse. Les assurances sociales dont je viens de parler, santé, retraite, c'est géré par la mutualité, qui n'est pas la mutualité de la fin de la Révolution française. C'est une mutualité qui a été complètement réappropriée. C'est une mutualité qui est dirigée par les élites politiques de la Troisième République.
C'est une mutualité qui propose des choses qui sont contestées par la rue. Hein. Il y a une forte hostilité de la CGT, c'est étonnant, mais il faut le dire. Une forte hostilité de la CGT aux lois de protection sociale au début du XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand c'est porté par des gens qui ne sont pas eux, eh ben ça ne marche pas, la protection sociale. Vous connaissez peut-être ce slogan qui est celui de la CGT sur une loi qui est de 1910, la retraite ouvrière et paysanne. La CGT dit c'est la retraite pour les morts. Et elle est contre. Pourquoi elle est contre? Parce qu'en fait, elle voit bien que une loi sur les retraites qui dit aux gens que vous allez cotiser et recevoir une retraite à 60 ans alors que l'espérance de vie c'est 55, en fait on paye pourquoi? C'est pour ça qu'ils sont contre. Et c'est pour ça que c'est vrai, parfois vous avez des historiens qui disent ah oui, mais la CGT ils étaient contre les lois sociales. Ben, bien sûr, ils étaient contre celles-là, parce qu'ils ne les dirigeaient pas. Donc je disais, loi d'assurance sociale 28-30, dirigée par les mutualistes complètement réappropriés, intégrés à l'élite sociale dominante. Et enfin, les allocations familiales qui sont dirigées par le patronat avec une influence du clergé. En 1945, les caisses sont à majorité ouvrière. Et évidemment, ça va tout changer. Ça va tout changer parce qu'à partir du moment où vous avez le pouvoir sur l'institution, bah vous pouvez décider quelle va être sa politique. Et donc là, on avait des institutions, et c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est relativement modéré, Pierre Larocque, qui est celui dont on parle toujours, plutôt que de Croizat, le premier directeur de la sécurité sociale, plutôt que le ministre du Travail qui a fait le boulot avec les militants cégétistes et communistes. Qu'est-ce qu'il dit Larocque, qui encore une fois n'est pas un grand radical? Il dit que les lois d'assurance sociale, ce sont des lois de paternalisme social. Les gens qui cotisent, ils ne décident pas de la façon dont sont gérées leurs propres cotisations. Eh bien, c'est ce que change 45. C'est ce qui change au 45 avec vraiment cette innovation institutionnelle majeure que les conseils sont élus au suffrage universel avec les étrangers. Il faut cotiser, il ne faut pas avoir la carte. Et ils sont gérés directement par les intéressés. Et donc ça, c'est un changement très important parce que toutes les politiques qui étaient des politiques restrictives du passé, bon, elles vont pouvoir être remises en cause. La première chose que font les militants quand ils dirigent la sécurité sociale, c'est qu'ils vont essayer de généraliser l'accès à la sécurité sociale. Parce que vous savez qu'avec toutes les lois sociales en particulier, mais avec toutes les lois, en fait, le premier problème qu'on a, c'est le problème du non-recours. C'est-à-dire, vous avez droit à un truc, mais vous n'y accédez pas. Soit parce que vous ne savez pas, soit parce qu'il y a des obstacles administratifs, etc. Aujourd'hui, ça existe encore. La couverture santé solidaire, pour les personnes en dessous d'un certain seuil de revenus, c'est 30% qui ne la prennent pas. Il y a 30% des gens aujourd'hui qui sont assez pauvres pour avoir des soins gratuits, et ils ne l'ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas? Parce que c'est difficile à accéder, parce que parfois il y a des phénomènes de honte. Quand je vous dis toute la journée à la télé que les gens abusent, les gens, quand on leur demande dans les enquêtes, les sociologues demandent, ils disent bah oui, mais vous vous rendez compte, moi je ne veux pas déranger. Vous vous rendez compte de ce que qu'est-ce qu'ils font les militants une fois qu'ils dirigent les caisses? Et bien ils vont essayer de mener une politique extrêmement vive, bien sûr d'adhésion, mais aussi d'accès aux droits. Et ils vont même aller jusque dans les entreprises pour mettre des guichets de la Sécu pour dire aux copains oui, tu as le droit à ton arrêt maladie, tu as le droit à tes allocations familiales, etc. etc. Exactement l'inverse de ce que font les classes dominantes lorsqu'elles sont au pouvoir, notamment aujourd'hui, où en fait on va critiquer l'abus des assurés, alors que la réalité c'est toujours que les économies qui sont réalisées par le non-recours au droit sont supérieures aux abus. On pourrait revenir sur les statistiques actuelles des abus, mais je vois que le temps passe. Alors, ce qu'il faut avoir en tête avec 45, c'est que ce n'est pas un moment extraordinaire d'unanimité nationale. La bataille, c'est aussi à ce moment-là. Parce que aussi à ce moment-là, il y a des oppositions sur la façon dont on va mettre en place le système. Ce qui est clair, c'est qu'en 45, il y a un accord plus ou moins assez large du point de vue de toutes les forces politiques pour dire qu'il faut mettre plus de sous pour les politiques sociales. Mais ça, de toute façon, c'est toujours comme ça. Quand il y a une crise sociale importante, pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordements sociaux, on met des sous. Pour ça, les élites, elles n'ont pas de problème avec ça. Regardez notre président de la République, Emmanuel Macron, en 2017, il dit qu'il n'y a pas d'argent magique. En 2018, pardon, il dit qu'il n'y a pas d'argent magique pour l'hôpital. Et en 2020, il voit que ça commence à tanguer et il trouve les milliards. Et là, aujourd'hui, on recommence à nous dire qu'il n'y a plus de sous. Vous voyez bien que quand il faut stabiliser l'ordre social, le problème, c'est pas des sous, le problème, c'est le pouvoir. Et donc, il y a une opposition très féroce à la façon dont est distribué le pouvoir dans la sécurité sociale.
Et même dès avant les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945. Il y a une commission qui prépare ces ordonnances, qui est la commission des Lépines, où la CGT dit non mais attendez, nous on est une personne, une voix. C'est ça la démocratie, une personne, une voix. Pourquoi les patrons qui représentent presque rien, ils auraient un tiers des sièges? Ça n'a pas de légitimité. Une personne, une voix, elle est défaite déjà. Parce qu'on se rend bien compte que si c'est la CGT toute seule qui dirige, à ce moment-là, il n'y a pas encore eu la scission, bah, ça va pas rigoler. Hein. D'ailleurs, dès le début, sur certaines caisses, notamment enfin, la caisse d'allocation familiale, eh bien, la règle, c'est le paritarisme déjà. Donc déjà, il n'y a pas cette démocratisation qui a été limitée, mais cette démocratisation qui est obtenue ailleurs. Et donc ça ferraille très dur. La CFTC refuse de mettre en place la loi. Et en fait, quand on dit que c'est la CGT qui met en place la sécurité sociale, alors il ne faut pas aller toujours trop vite, il faut aller dans la nuance, savoir qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle met pas en place. Avant-guerre, elle est contre, après-guerre, elle est pour et elle le fait. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la CFTC, elle refuse. Elle refuse de mettre en place les caisses de sécurité sociale, et donc c'est la CGT, les militants de la CGT encore unifiés, qui mettent en place toutes les caisses. Et il faut voir ce que c'est que mettre en place des caisses. C'est-à-dire qu'il faut trouver des locaux. Et c'est pas, je veux dire, aujourd'hui il y a une crise du logement, une crise de l'immobilier, mais enfin je veux dire, là on sort de la guerre, il y a eu des destructions monstrueuses. Donc pour trouver des locaux, c'est pas facile. Il faut trouver des militants. Parce que ça veut dire qu'il y a une caisse, plus d'une caisse par département, et il faut trouver des gens qui vont aller dans ces conseils d'administration faire le boulot, etc. Donc c'est très difficile, et donc il y a une opposition qui est assez monstrueuse. Opposition de plein de catégories sociales, en particulier les médecins. Les médecins, ils n'étaient pas pour les assurances sociales de 28-30, ils ne sont toujours pas pour la Sécu, si bien qu'on pourrait y revenir. Le tarif opposable, le secteur 1, comme on appelle ça, c'est pas de 45, hein, c'est bien plus tard, parce que les médecins s'opposent. C'est dans les années 60, et en fait, la première fois qu'on a un tarif unifié au niveau du territoire, un tarif opposable unifié, c'est 1971. C'est une opposition à la sécurité sociale. Il faut se garder d'un mythe d'une époque où on était tous d'accord. Ça n'a jamais existé. Les mutualistes, comme d'autres, hein, mais les mutualistes en particulier, qualifient en 45-46 la sécurité sociale d'institution totalitaire. Alors évidemment, c'est choquant, ok, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vont jusqu'à cette extrémité-là? Bah, tout simplement parce qu'en fait, ils étaient totalement dominants avant. Ils ont passé leur temps à collaborer pendant la guerre. La FNMF, la Fédération nationale de la mutualité française, elle dit que la charte du travail de 1941, elle est tout à fait compatible avec ses statuts. C'est la seule fédération qui continue à se réunir dans Paris pendant la guerre. Alors toutes les autres confédérations ont été dissoutes. En fait, la FNMF, elle ne veut pas disparaître. Et c'est pour ça qu'elle se bat corps et âme. Et d'ailleurs, elle va gagner. Si aujourd'hui on a encore des complémentaires santé, c'est du fait de la résistance des mutualistes à la sécurité sociale. Donc c'est vraiment un moment extrêmement conflictuel. Sauf que à ce moment-là, le conflit était tel que quand même il y a eu des avancées extrêmement puissantes. Alors, il faut vraiment avoir en tête cette idée que 45, c'est vraiment un moment qui est très important, c'est un retour de la sociale, si on veut, mais c'est pas un nirvana, il y a plein de limites. Plein de limites, je pourrais en donner d'autres, parce que c'est toujours la bagarre, c'est toujours une conflictualité énorme, et dès le début, il va y avoir des propositions pour liquider la Sécu, en tout cas pour la changer. Dès 1945, il y a un débat où arrivent toutes les critiques de la sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit « Ah oui, c'est la mondialisation, comment on fait pour être en concurrence avec les pays asiatiques ?» Vous vous rendez compte, là-bas, il n'y a pas de points sociaux. En 1949, vous avez un gars qui dit « Oui, mais nous, comment on va faire pour nos entreprises, comment on va faire pour être en concurrence avec les ouvriers japonais qui, comme leurs ancêtres, se nourrissent d'un bol de riz ?» Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une conscience très très fine des enjeux de la part de la classe politique, et qu'elle essaye, dès le début, de s'opposer à la sécurité sociale. Les abus, dès le début, grand débat, 1945, grand débat, le trou de la Sécu. C'est comme ça qu'est lancé ce débat en 1949. Il y a cette idée qui est dans les journaux de l'époque, notamment Le Figaro, qui est de dire que la Sécu, ça coûte très cher. Et Le Figaro titre la sécurité sociale, un monstre à 5 pattes qui dévore et allait ses enfants. L'opposition à la sécurité sociale, c'est pas les années 80. Il ne faut pas attendre le néolibéralisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à ce moment-là. Ça ne se radicalise pas à ce moment-là. Il faut avoir en tête que
Il n'y a pas de moment de grande unanimité nationale. Il y a de la bagarre tout le temps. Et les premières réformes qui vont être mises en place, ce n'est pas des réformes sur les sous. Excusez-moi. C'est les réformes politiques. Et c'est là où c'est bien d'avoir une perspective historique. De la même façon où les mutuelles se sont fait réapproprier par ce fameux décret de 1852, la sécurité sociale, elle va vivre une réappropriation. Si bien qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas, on ne savait pas jusqu'à peu que la sécurité sociale était élue par les intéressés. Elle l'était. Et c'est la première chose qui va être combattue. Dès le début, il ne faut pas attendre des années, hein. Il va y avoir plein de bâtons dans les roues qui vont être mis aux caisses de sécurité sociale, mais le premier grand moment de réappropriation, d'étatisation de la sécurité sociale, c'est 1967 avec les ordonnances Jeannet, qui... et alors c'est rigolo parce que Jeannet, en fait, c'est sous De Gaulle. Tout ce que j'ai raconté, là, De Gaulle n'était plus là. De Gaulle, il est parti bien avant tout ce que je viens de raconter. Par contre, il revient, et en fait, c'est justement, alors qu'on dit que c'est De Gaulle qui est l'inventeur de la Sécu, en fait, l'originalité principale, c'est en particulier la démocratie sociale, si on veut appeler ça comme ça, la gestion par les intéressés. Et c'est justement ça qui va remettre en cause avec Jeannet. Là où il y avait une majorité ouvrière, il va passer au paritarisme. Alors encore une fois, le paritarisme, bon, ça ressemble à être, on dit c'est de l'égalité, mais bon, pas du tout. Le paritarisme, c'est des patrons qui représentent une partie de la population extrêmement minoritaire qui décide autant que pour les autres. Alors vous avez des élections demain, après-demain. Vous imaginez s'il y avait deux collèges, le collège des patrons et le collège de tous les autres, et que le collège des patrons, il faisait 50% des sièges. Déjà que c'est pas super les élections européennes. Bon. Donc on voit bien l'enjeu du paritarisme. C'est un recul démocratique. À ce moment-là, il y a d'autres choses. On supprime les élections. Jusqu'à présent, c'était des élections. Grand moment de démocratie populaire. Maintenant, c'est de la désignation. Et donc là, on peut égratigner un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, en fait, c'est les syndicats jugés représentatifs qui désignent. Et donc tout ça, ça peut très facilement déboucher sur des formes de bureaucratisation qui sont très très perverses, même du point de vue progressiste. Deuxième grand moment d'étatisation, c'est Juppé. Juppé, le plan Juppé 95-96. Dans la mémoire populaire, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce qu'il y a une victoire contre le projet qui est le projet de réforme des retraites du public, mais aussi, quelque chose qui a été peut-être un peu plus oublié, victoire contre le projet de réforme de la SNCF. Parce qu'il y avait un gros projet de réforme de la SNCF qui menaçait, je crois que c'était un tiers des lignes. Bon. Et alors, il y a eu évidemment une mobilisation qu'on connaît, et ces deux projets ont été retirés. Mais ce n'était pas tout le plan Juppé. Le plan Juppé, c'était aussi tout un tas de dispositifs sur l'organisation de la sécurité sociale. Et c'est donc à ce moment-là que vont naître toute une série de dispositifs institutionnels qui aujourd'hui font frémir les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Par exemple, c'est à ce moment-là que naissent les lois de financement de la sécurité sociale. À partir de ce moment-là, donc, tous les automnes, c'est l'État qui vote le budget de la Sécu. Donc on voit bien le niveau de réappropriation. Vous imaginez, je veux dire, si c'est moi qui décide de la gestion de votre budget à la maison, bah, vous pensez que c'est vos sous, mais non, c'est les miens. Bah, là, c'est pareil. Vote le budget de la Sécu, avec l'annexe spécifique qui s'appelle l'ONDAM, l'Objectif National d'Évolution des dépenses d'assurance maladie. Donc c'est le budget plutôt pour la santé. Alors, en fait, les militants, les soignants, ils savent que c'est dans l'ONDAM on va réussir à trouver, dans les lois de financement, qu'on va trouver où seront faites les prochaines économies. C'est-à-dire où seront réalisés les prochains reculs des droits. Qu'est-ce qui est créé aussi à ce moment-là? La CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. À ce moment-là, on valide définitivement l'idée qu'on ne va plus augmenter les cotisations sociales. Jusqu'à présent, il y avait eu des luttes terribles pour augmenter les cotisations sociales et améliorer l'accès aux droits. Et bien avec la CADES, qu'est-ce qu'on dit? On dit, de toute façon, maintenant, s'il y a des déficits, on ne va plus augmenter les cotisations, on va tout mettre dans une caisse de défaisance qui s'appelle la CADES. C'est-à-dire qu'on va séparer les comptes, il y a les comptes quotidiens de la Sécu, il va y avoir une caisse à plus long terme pour gérer la dette. Cette dette, donc elle est gérée par la CADES. Et donc c'est à ce moment-là que naît la dette sociale. Et le financement particulier de cette dette sociale, qui de plus en plus, c'est un financement qui passe par les marchés financiers. Et donc aujourd'hui, on vous dit toute la journée à la télé, on nous dit toute la journée à la télé, oh là là, le trou de la Sécu, c'est terrible, on est au bord de la banqueroute. Sauf qu'en fait, les premiers à se gaver de titres de la sécurité sociale, parce que c'est un excellent placement, c'est les marchés financiers. Exactement la même chose pour la dette de l'État d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on crée encore en 95? On va créer les ARH, Agences Régionales d'Hospitalisation. Ça s'appelle régional, mais ce n'est pas un pouvoir régional. Ça préfigure, quelques années plus tard, les ARS, Agences Régionales de Santé. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des préfectures de santé. La politique de santé est décidée au niveau national, et ensuite, les consignes au niveau national, elles sont appliquées localement. Alors, ça s'appelle régional, mais la part de budget qui est effectivement à la discrétion des ARS, elle est inférieure à 3-4%. Hein. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de régionalisation. Donc en fait, en 95, gros moment d'étatisation de la sécurité sociale. Et là, on pourrait se dire, mais tout ça pourquoi? Finalement, on pourrait se dire, oui, mais cette étatisation, tu présentes ça sous un jour néfaste, alors qu'en fait, ben voilà, c'est juste pour être plus rationnel, pour mieux utiliser les sous, etc., etc. Bon, en fait, ce changement dans l'ordre du pouvoir va avoir des conséquences économiques. Et oui, ça fait pleurer, vous allez voir. Alors que la devise de la sécurité sociale, c'était chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, ben, ça va changer. Ça va être, chacun contribue à hauteur de ses moyens, plus cotise, puisqu'en fait il n'y a plus de cotisation, je ne sais pas si vous savez, pour la santé. Contribue à hauteur de ses moyens et reçoit en fonction de son niveau de risque. Alors, il faut bien sûr ne pas idéaliser le passé. À aucun moment, la sécurité sociale finançait tout. Il y a toujours eu des financements différenciés. Mais il y avait une tendance à la généralisation de la sécurité sociale dans le financement des soins, avec cette idée que c'est la sécurité sociale qui, à terme, devra tout financer. Cette tendance, en fait, à partir du moment où il va y avoir réappropriation de l'institution, elle va être stoppée net. Statistiquement, c'est facile, c'est 1980. Tout ce dont j'ai parlé va prendre, comment dire, forme concrète dans les années 80, parce que c'est en 1980 que la sécurité sociale rembourse la part la plus importante des dépenses de santé, 80%. C'est-à-dire que le maximum, c'était 80%. C'est-à-dire que même au moment où c'était le maximum, il y avait des mutuelles, il y avait des dépenses qui étaient payées par les gens directement. Bon. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir en place explique que finalement, la sécurité sociale, c'est une bonne idée, mais on ne peut plus se la payer. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut liquider la sécurité sociale, s'en passer, il ne faut pas la marchandiser, mais il faut sélectionner où s'appliquera la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être solidaire avec tout le monde en fonction des besoins, il faudra être solidaire avec ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qu'on appelle la politique de ciblage. Donc on va cibler là où le public va aller, ce qui va laisser, j'y reviendrai, les acteurs privés à but lucratif s'occuper du reste. Alors cette politique de ciblage, essentiellement, c'est quoi? C'est l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est là où il y a le meilleur remboursement de la Sécu, parce que l'hôpital, c'est très cher, et c'est très difficile pour une complémentaire de rembourser des frais hospitaliers. Donc c'est de l'ordre de 90% des soins hospitaliers sont remboursés par la Sécu. Ça va être pour les personnes très malades, les gens qui sont en dispositif ALD, affection longue durée. Si vous avez une affection longue durée, par exemple le diabète, vous êtes plus malade que les autres, vous allez plus vous soigner, donc ça coûte beaucoup plus cher. En fait, les complémentaires, elles ne veulent pas vous couvrir, hein, c'est pas possible. Parce qu'elles, une complémentaire, pour que ça marche, il faut que ce soit des bien portants qui cotisent, pas des malades. Et donc, en fait, le dispositif ALD, il permet de couvrir à 100% les gens qui sont très malades. Et enfin, les plus pauvres. Ça peut être la couverture mutuelle universelle, la CMU à une époque, aujourd'hui la C2S, dont j'ai parlé tout à l'heure, couverture santé solidaire. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil de revenus, vous avez un remboursement à 100% de soins de santé. Il y a cette idée vraiment que, puisqu'on ne peut pas être solidaire avec tout le monde parce que ça coûte trop cher, on va être solidaire avec ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est un changement dans le principe de justice de la sécurité sociale. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas déjà. En plus d'ouvrir des espaces pour marcher, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que en fait, ces politiques filets de sécurité, pour les plus pauvres, pour les plus malades, ils sont troués. Et on se rend compte que les personnes en réalité sont celles qui ont les plus hauts restes à charge. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes en réalité, vous n'êtes pas vraiment remboursé à 100%. C'est 100% sur la maladie exonérante, et pas tout à fait. Mais comme vous êtes plus malade que les autres, vous êtes malade pour d'autres trucs, et plus souvent que les autres. Et donc, si vous êtes remboursé presque à 100% sur votre maladie exonérante, pas sur le reste. Donc vous payez plus que les autres avec des restes à charge qui sont parfois plusieurs milliers d'euros par an. Pour les plus pauvres, je l'ai dit tout à l'heure,
Ça ne marche pas du tout. 30% des gens qui ont droit à la CMU, à la couverture santé solidaire, ne l'ont pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui, demain, vont chez le médecin, ils vont devoir payer 30 € de leur poche, parce qu'ils n'ont pas de couverture. C'est ça, là, ce qui se passe. Donc ça marche pas, ça marche pas du tout. Hein. Ça crée plein de problèmes d'accès aux soins, évidemment, pour les plus pauvres. Donc non seulement cette politique, elle ne fonctionne pas, mais en plus, elle permet le développement du capital. Le développement des formes privées. Pas que capitalisme, mais aussi capitalisme. En particulier les complémentaires santé. C'est dans les années 80 où se construit le marché des complémentaires santé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Marché des complémentaires santé qui, au début, est dominé par les mutualistes, mais aujourd'hui, de plus en plus croqué par les assureurs privés lucratifs. Et pour ne pas se faire croquer, les mutualistes, maintenant, ils font comme les assureurs privés lucratifs. Ils ont les mêmes politiques. Par exemple, la tarification à l'âge. Bon, on pourrait y revenir. Donc voilà ce que ça produit. Donc c'est bien l'État social, en reprenant la main, qui a institutionnalisé le marché sur le modèle du capital, de l'assurance privée lucratif, qui prend chaque année des parts de marché aux mutuelles, aux instituts de prévoyance. Mais c'est pas tout. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai parlé essentiellement de financement. J'avais parlé tout à l'heure un petit peu de production, je vais y revenir. Financer des soins, c'est une chose, mais qui va les produire? Eh bien, en fait, disons, dans la première partie de l'histoire de la sécurité sociale, du fait des rapports de force que l'on connaît, l'enjeu, c'était d'essayer de favoriser des formes de production publiques. L'hôpital public, les médecins, mais conventionnés, pas des passements d'honoraires ou à tarifs libres, etc. Sauf que ça a toujours été difficile. C'est pas une nouveauté. À la fin de la guerre, c'est plus facile d'ouvrir une clinique que d'ouvrir un hôpital public. Parce qu'il n'y a pas les financements. Le taux de cotisation n'est pas suffisant. Il sera suffisant que plus tard, dans les années 50, et c'est ça qui permettra de construire le parc hospitalier public français. Les médecins, je l'ai dit, ils ne veulent pas de convention médicale. Et pourtant, il y a une lutte pour essayer de développer ces formes-là, et on y arrive peu à peu, mais on y arrive, et on va arriver avec un parc hospitalier public très performant. On va réussir à généraliser le tarif opposable à partir des années 70, mais tout ça va durer peu de temps, puisque très rapidement après, on va s'appuyer de plus en plus sur les formes privées à but lucratif. On va réautoriser les dépassements d'honoraires, on va relégitimer les cliniques privées à but lucratif, si bien qu'aujourd'hui, les cliniques, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Il y a plein de fusions-acquisitions avec des géants qui sont cotés en bourse, avec des formes de financiarisation très très développées. Et on connaît les noms de code, c'est Ramsay Santé, c'est Elsan, etc., etc. C'est grand bénéficiaire de ce changement. Mais ce n'est pas que là, ça va être aussi l'industrie pharmaceutique. On va mettre en place des règles qui font qu'aujourd'hui, le prix du médicament est absolument faramineux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout un tas de spécialités, on sait soigner les gens, mais on ne les soigne pas parce que les règles font que c'est trop cher. C'est-à-dire que la fixation du prix du médicament, elle empêche de soigner les gens alors qu'on a les moyens technologiques pour le faire. Et donc on voit comment l'État social, loin de s'opposer au marché, loin de s'opposer au capital, en fait, il est en train de lui construire des marchés, le solvabiliser. Quand on dit les cliniques privées avec lucratif, Elsan, statistiquement, les cliniques privées, je vais commencer par l'hôpital public. L'hôpital public, il est financé à 95% par des fonds publics de la sécurité sociale. Les cliniques privées à but lucratif, elles sont financées à 92% par des fonds publics. Donc c'est exactement ce qui se passe avec les écoles. Il y a eu la fameuse ministre, Oudéa Castéra, qui a mis la lumière sur cette école-là, Stanislas, où on s'est rendu compte que quand même, on finançait le séparatisme scolaire. En fait, on fait la même chose avec les cliniques. Parce que ceux qui dirigent la politique publique aujourd'hui, l'État social au niveau le plus haut, et puis toutes les élites du welfare, elles considèrent qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'il faut s'appuyer sur le public. Récemment, il y a une mission d'information du Sénat qui est ouverte sur la financiarisation des soins de santé, où le directeur de l'assurance maladie disait « Moi, je n'ai pas de problème avec le privé, ni avec le privé à but lucratif. Mon problème, c'est certaines formes de privé à but lucratif. » C'est comme ça que fonctionne notre système de santé. Il fonctionne de plus en plus comme ça, avec la légitimation, l'ouverture de marché pour le capital. Et c'est pour ça, ce sera ma conclusion, que finalement,
dire plus d'argent pour la santé, c'est bien, mais c'est très largement insuffisant. Bien sûr qu'il faut plus de fonds pour l'hôpital public. Si on étend un petit peu, il faut plus de fonds pour les EHPAD, évidemment. Il faut plus de financement pour former des professionnels de santé, des médecins, mais pas seulement. Probablement qu'il faut plus de sous. Mais en fait, c'est très largement insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, si on dit plus de sous pour la Sécu, c'est aussi un item d'abord. Plus de sous pour l'industrie pharmaceutique, plus de sous pour les cliniques privées lucratives, plus de sous pour tous ces rentiers de la santé. Et qui est en capacité de remettre en cause ces rentes? Uniquement les intéressés. Et donc c'est pour ça que peut-être que le mot d'ordre sur la sécurité sociale, c'est de se réapproprier la sécurité sociale pour décider comment on utilise toute cette manne, pour orienter la production par des formes de production publique. Et donc ce qu'il convient de faire, c'est de reconquérir la sécurité sociale. Voilà. Les organisations syndicales et de la participation des salariés. Y a-t-il des perspectives européennes, puisqu'on va vers les élections là? Oui, il semblerait que sur cette question de la réappropriation du pouvoir sur la Sécu, les organisations de travailleurs ont pris du retard. Parce que ça n'a pas été... En 67, première atteinte de 67, il semblerait que, y compris au moment de 68 et de Grenelle, on n'est pas remis en cause cette histoire de paritarisme et des ordonnances de 67. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un certain retard sur, finalement, où se situe véritablement l'enjeu sur la Sécu? Et comment aujourd'hui rattraper ce retard? Ne serait-ce pas, par exemple, vous avez dit la généralisation s'est arrêtée aux années 80. Est-ce que ce ne serait pas justement de relancer une généralisation du principe de la Sécu plutôt que de continuer à se battre un peu dos au mur pour préserver les acquis, comme on dit? Bonsoir. Est-ce que la sécurité sociale est bien gérée? À l'image des caisses d'Alsace-Lorraine. Pour essayer de mobiliser sur les gens sur ces questions, j'ai bien compris et je partage l'idée de la gestion par les salariés eux-mêmes des caisses de sécurité sociale. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un peu compliqué d'être compris à ce niveau-là, même s'il faut mener la bataille. Par contre, il y a un angle, moi, qui me paraît important, c'est qu'il y a de plus en plus conscience, me semble-t-il, au vu des désertifications médicales, des fermetures de services comme les urgences. Dans le département, il n'y a plus que l'hôpital qui a des urgences ouvertes la nuit, où toutes les difficultés à accéder à un médecin, etc. Il y a quand même une conscience, je crois, de la faillite aujourd'hui du système de santé, de la Sécu, alors qu'on nous disait justement, pour le préserver, il faut économiser, il faut moins rembourser, il faut ci, il faut là. Or ça a été fait, et au final, les gens se rendent bien compte au quotidien que c'est tout le contraire qui se produit. Et je pense que c'est peut-être un angle d'attaque qui permet, avec des débats comme aujourd'hui par exemple, de faire réfléchir sur justement ce à quoi servait et sert la sécurité sociale encore malgré ces attaques. Merci pour toutes ces interventions, où parfois vous dites mieux ce que j'aurais pu dire. D'abord sur l'enjeu d'étatisation qui passe aussi par le financement, bien sûr, j'en ai pas parlé. Ah, on entend rien. Non, si, il est un peu plus fort. Si je le mets plus fort, les deux vont. C'est mieux? Oui. Ah oui, c'est sûr. Même moi, je m'entends. Oui, dans ce que je disais, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord que je n'ai pas dites parce que je ne voulais pas vous assommer encore plus que ce que je n'ai fait. Mais bien entendu, sur l'enjeu du financement, le transfert du financement de la cotisation vers la CSG, bien sûr, il légitime le transfert du pouvoir.
Vous l'avez très bien dit, je ne pense pas avoir besoin de le redire. Donc oui, c'est aussi un aspect d'étatisation dont je n'ai pas parlé. Sur la question des perspectives européennes, perspectives dans le futur, je ne sais pas, mais je peux peut-être dire 2 mots du passé, puisque c'est ce qui m'a intéressé jusqu'à présent. Je vous ai parlé tout à l'heure du débat de 1949. En fait, en 1949, il est déjà question de construction européenne. Alors, malheureusement, je ne me rappelle plus de la page, mais il y a une citation d'un bout de ce débat de 1949. Vous avez un député qui s'appelle Pierre André, qui nous explique que vous qui souhaitez la construction européenne, comment font nos entreprises quand elles sont en concurrence avec nos partenaires alors qu'elles ont des charges plus élevées? Encore une fois, tout à l'heure, je leur ai parlé à propos des ouvriers japonais. Mais encore une fois, il y a une conscience très fine des enjeux en termes de dumping social. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'en ai parlé quand j'ai dit aussi que l'une des innovations de 1945, c'est le fait qu'il y ait un taux de cotisation unique, ce qui permet à ce qu'il n'y ait pas de dumping entre les types de sociétés, les types de branches. C'est-à-dire que, par exemple, en particulier sur les allocations familiales, qui n'étaient pas des cotisations uniques, il y a des taux de cotisation qui, avant 1945, étaient très différents. Et en fait, les employeurs utilisaient ces taux de cotisation différenciés pour négocier des hausses de salaire pas très élevées. On dit oui, mais quand je t'augmente, regarde, moi je te donne des allocations familiales élevées, le gars en face, dans l'entreprise d'à côté, il le fait pas, et moi si je fais ça, c'est de banqueroute. Donc cet enjeu de dumping social, notamment par l'Union européenne, est très connu. L'Union européenne a souvent, ou en tout cas à chaque... Je ne dis pas toujours, parce que toujours c'est le genre de mot qu'il ne faut pas utiliser, mais l'Union européenne a souvent été un argument pour les grandes réformes de la sécurité sociale. Lors des ordonnances Jeannet, c'est pour préparer le traité de Rome. L'enjeu, c'est quoi? C'est un collègue à moi qui s'appelle Victor Duchesne qui a travaillé là-dessus. L'enjeu, c'est de faire en sorte d'harmoniser les règles et notamment d'être en capacité de mieux contrôler la politique sociale en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une conscience très forte du fait que la Sécu, c'est pas l'État. Sauf que pour les élites politiques, c'est un problème, parce que si la Sécu, c'est pas l'État, on ne peut pas contrôler, notamment contrôler l'évolution des dépenses. L'enjeu de la réappropriation, notamment en 1967, c'est de faire en sorte que la politique sociale qui passe par la Sécu devienne une politique d'État. L'enjeu, c'est de faire en sorte, merci, l'enjeu, c'est de faire en sorte que plutôt que la Sécu soit une institution alternative à l'État, alternative au capital, parce que par la sécurité sociale, on produit des soins de manière alternative, par exemple, plutôt que ce soit ça soit une politique sociale de l'État comme une autre. C'est ça que ça sert en 1967. Juppé, c'est pareil. Juppé, quand il fait toutes ces réformes, et il y a des textes encore très récents qui en témoignent, l'un des enjeux, c'est de coller aux critères de convergence européens. Parce que la sécurité sociale, c'est encore un problème, la comptabilité, elle n'est pas comme dans d'autres pays, et il faut être capable de se comparer, et il faut mieux gérer les fonds. Donc moi, je ne peux pas dire, parce que je ne sais pas, ce qui est prévu avec l'Union européenne, quelle a été la politique de santé de l'Union européenne par le passé. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en fait, l'argument européen a toujours été un argument mobilisé contre l'extension de la Sécu, pour sa réforme. Ça, c'est quand même inquiétant. Mais j'ai dit aussi que je ne savais pas plein de trucs, et ça, c'est quand même important. Sur les organisations de travailleurs qui ont pris du retard. Alors oui, d'abord, c'est très vrai, et c'est très étonnant qu'en 1967, il n'y ait pas eu une remise en cause. Après, j'imagine, parce que je n'ai pas travaillé dessus, mais j'imagine très bien que dans le feu qui suit les mobilisations, au moment des négociations sur les accords, eh bien, il y avait des choses qui étaient considérées à l'époque comme plus importantes. Pourquoi elles étaient considérées plus importantes à ce moment-là, c'est difficile à dire. Peut-être que... et c'est ce qui se dit avec des militants qui ont vécu dans la sécurité sociale cette période. Peut-être que déjà il y avait une forme de bureaucratisation de la façon dont les représentants des salariés étaient actifs dans la sécurité sociale. Donc c'est sûr qu'il y a du retard, et dès le début, parce que bien qu'il y ait eu des mouvements contre les ordonnances Jeannet, après il n'y a pas eu de signe de vouloir revenir en arrière. D'autant plus en 68.
Par contre, aujourd'hui aussi, on peut dire qu'il y a du retard. Aujourd'hui, il y a du retard parce que dans le mouvement, c'est une autre remarque, hein, d'extension de la sécurité sociale, on pourrait imaginer, donc faire en sorte que la sécurité sociale rembourse tous les soins, 100%. Eh bien, peut-être que ça va vous étonner, mais les principaux opposants, c'est les organisations syndicales. Ah non, pas tout. Non, pas tout. Pas toutes. Alors laquelle? Bah, la FSU. Ah oui, la FSU, d'accord. La CGT, c'est pas aussi simple. Non, la CGT, il y a un débat interne. Voilà, bon, en tout cas, moi je ne suis pas là pour pointer du doigt des gens ou des organisations. Ce que je dis, c'est qu'il y a du retard, oui, c'est clair. C'est-à-dire que. Enfin, c'est quand même l'occasion, simplement en quelques mots, de répondre à une question que vous n'avez pas posée, si j'ai le droit, sur les complémentaires santé. Bien, désolé. En fait, les complémentaires santé, c'est très bien parce que ça illustre à quel point le fait que de savoir que quelque chose ne marche pas, ça ne suffit pas à l'arrêter. C'est pas la connaissance qui permet à elle seule le changement social. Il faut un rapport de force, c'est sûr. Et en fait, on sait très bien que les complémentaires santé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est plus cher, et ça ne marche pas parce que ça produit des inégalités très importantes. Alors le c'est plus cher, en fait, quand on fait des comparaisons au niveau international, l'un des pays où il y a les frais de gestion les plus importants au monde, c'est la France. Alors évidemment, derrière les États-Unis, mais bon, ils sont hors compétition. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a un système qui s'appelle le système de complémentaires. Alors, en fait, quand on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, on ne comprend pas ma phrase, c'est sûr. En fait, dans d'autres pays, c'est des supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans d'autres pays, la plupart des pays, ce que la puissance publique, qu'elle soit étatique ou pas, finance, elle le finance à 100%, parce qu'elle considère que c'est utile. En France, c'est pas comme ça que ça marche. En France, il y a un partage. On finance la même chose, mais avec deux institutions différentes. Ça, c'est complémentaire. Vous allez sur votre médecin généraliste, c'est 26,50, bientôt 30. Et bien en fait, 70% c'est la Sécu, et 30% c'est la complémentaire, si vous en avez une. Dans d'autres pays, c'est pas ça. On considère que c'est utile, on finance, et puis c'est tout. On fait 100%. Et donc il n'y a pas de complémentaire, il y a des supplémentaires pour des soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance santé publique locale. Excusez-moi. Oui. Juste pour le remboursement, c'est 70% si on a déclaré un médecin traitant. Oui, bien sûr. Parce que sinon, si vous êtes dans le parcours de soins. Ouais, mais sinon c'est 100%. Exactement. En fait, le parcours de soins, c'est un parcours tarifaire. Ouais. C'est même un parcours du combattant. Non, c'est sûr. Et vous avez raison, hein, vous avez raison. Je ne l'ai pas dit pour aller vite. Parce que comme je réponds à une question qui n'a pas été posée... Non, mais ça va tout dans le sens que, on peut dire, c'est qu'on rembourse 70% quelque chose qui devrait être remboursé à 100%. Et oui. En plus, si vous n'allez pas chez le médecin, vous faites ça partie du parcours, on vous rembourse de 30%. Et là, c'est le cas du généraliste. Après, il y a tous les spécialistes. Bon. D'autant qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver un médecin traitant. Voilà. Et voilà. Donc ça coûte très cher parce que c'est supplémentaire plutôt. Donc en fait il y a double frais de gestion. Vous savez moi mes parents, je suis de la Silva, donc c'est des Portugais et en fait du bâtiment. Et en réalité comment ça marche sur le bâtiment, j'allais sur les chantiers avec mon père, mon grand-père, etc. Et en fait mon grand-père un jour, c'est rigolo parce il me voyait faire un truc complètement aberrant, vous allez voir, vous allez rigoler. En fait je chargeais du sable dans un seau que je mettais dans la brouette pour emmener la brouette. Et il me dit mais t'es bête, pourquoi tu fais 2 fois au lieu de faire 1 fois? Mais directement le sable dans la brouette. Alors vous, ça vous fait rigoler, mais on fait la même chose avec le remboursement des soins de santé. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on fait 2 fois le même travail. Je l'ai là, je vais vous montrer, vous le savez comme moi. On arrive à la pharmacie, souvent la pharmacie, on arrive, on montre la carte vitale, donc ça fait un paiement. Et donc il faut imaginer toute la structure de paiement qui est derrière, tous les gens qui travaillent. Et après, si on l'a, parce que si on l'a pas, il faut revenir et faire des feuilles de soins, il y a l'autre, qui doit être la complémentaire. Vous voyez, je ne l'ai pas. Ah non, si, je l'ai. Donc encore deuxième organisation du paiement. En fait, ça coûte cher, simplement parce qu'on double un travail qui est fait 2 fois. Et donc on a des frais de gestion qui sont beaucoup plus élevés que d'autres pays comparables. Ça, c'est quand on regarde au niveau international. Et du coup, quand on regarde dans le détail au niveau national, en France, les frais de gestion, la Sécu, c'est à peu près 7 milliards. Les complémentaires, c'est à peu près 7 milliards par an. Problème.
La Sécu elle rembourse 77% des soins de santé, les complémentaires, elle rembourse 15% max. Donc elle prend la même chose pour rembourser 6 fois moins. Et je veux dire, c'est pas rationnel. Même aujourd'hui, on nous promet, on nous explique qu'il faut être le plus économe possible, il faut être performant, etc. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Donc c'est très inefficace, d'un point de vue purement économique. Tellement inefficace que l'année dernière, le Haut Conseil sur la... Enfin, l'année dernière, non, c'est 2 ans, même peut-être 3 d'ailleurs. Je radote, alors j'oublie. Le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie a réécrit un rapport sur l'articulation de l'assurance maladie publique et privée. Et il était question d'imaginer ce que donnerait une assurance, enfin une situation où la Sécu rembourserait à 100% tous les tarifs qui sont des tarifs prescrits. Hein. C'est 100%, mais pas 100% avec les dépassements d'honoraires. Hein. 100% de là où il y a un tarif administratif. Et donc, la conclusion de ce rapport, c'est qu'on économiserait 5 milliards d'euros par an. Alors, 5 milliards d'euros par an, il y a 2 types de personnes dans la salle. Il y a celles qui disent « Oh, c'est beaucoup ». Et il y a celles qui disent bah, « Je ne sais pas ce que ça veut dire ». Parce que 5 milliards, moi, je ne les ai pas dans ma poche. Du coup, pour se donner un ordre de grandeur, le Ségur de la santé, vous vous rappelez, Emmanuel Macron, hôpital de campagne de Mulhouse, il dit un grand plan pour notre hôpital public. Le grand plan, ça a été le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, c'était 19 milliards. Sauf qu'en fait, c'était 19 milliards décomposés en 13 plus 6. 13, c'est de la reprise de la dette. On dit à l'hôpital, oh, tu es endetté, je reprends ta dette. Mais on en fait quoi? On la donne à la CADES. C'est de la Sécu. Donc ce que vous ne payez pas à un endroit, vous le payez de l'autre côté. Donc 13, bon, est-ce que c'est vraiment... Bon, c'est 6. Et ensuite, 6 milliards d'investissements nouveaux. OK? Sur 5 ans au moins. Donc ça veut dire que les complémentaires santé, c'est 5 milliards par an. 5,2 je crois, 5,4. Donc peu importe, c'est un ordre de grandeur. 5 milliards par an. Le Ségur, c'est 6 sur 5 ans. C'est-à-dire, en fait, tous les ans, on s'achète un Ségur avec les complémentaires santé. C'est ça l'ordre de grandeur. Donc ça ne marche pas du tout. En plus, ça fait plein d'inégalités parce que là, d'abord, tout le monde n'a pas une complémentaire. Il y a encore 5%, enfin, un peu moins de 5% de la population qui n'a pas de complémentaire. Ça fait 2-3 millions de gens. Donc ça veut dire que ces gens-là, quand ils vont aller chez le médecin bientôt, eh bien, en fait, ils vont payer de leur poche. Et donc ça fait plein de renoncements aux soins. Ceux qui ont une complémentaire, ils n'ont pas tous la même. Parce que là, on a tous une complémentaire, mais on rembourse différemment. Or, on sait qu'en plus, tout ça n'est pas très raisonnable parce que les gens en meilleure santé, enfin, les gens les plus riches, habituellement, sont en meilleure santé, et ils peuvent se payer des bonnes complémentaires qu'ils n'utilisent pas, parce qu'ils sont en bonne santé. Et les gens les plus pauvres, bah, qui n'ont pas des sous, ils ont des mauvaises complémentaires santé, et beaucoup de problèmes de santé. Donc, ils ont une mauvaise complémentaire et des problèmes de santé qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc en fait, ça marche très mal et on pourrait s'en débarrasser. Sauf que là, je reviens à la question qui m'a été posée, retard des organisations syndicales, parce que pour beaucoup d'entre elles, elles refusent l'extension de la sécurité sociale. Parce que accepter l'extension de la sécurité sociale, cela veut dire quoi? Ça veut dire, se débarrasser des complémentaires. Les complémentaires, c'est bien sûr les assureurs privés à but lucratif. AXA, si vous voulez. Mais c'est pas que ça. C'est aussi les mutuelles et les instituts de prévoyance. Or, les liens entre certains syndicats et ces institutions sont très étroits. Et donc, ça veut dire quoi? Étendre la Sécu, ça veut dire mettre des bâtons dans les roues à des institutions amies. Et donc, c'est là où on se dit, c'est étonnant, parce que dans l'opposition au projet d'extension qui s'appelait Grande Sécu de Véran, il y avait 2 types d'opposants. Il y avait les mutuelles elles-mêmes, les complémentaires. Enfin, les complémentaires, évidemment, ils ne veulent pas disparaître, c'est sûr. Mais il y avait aussi les médecins. Pourquoi les médecins? Parce qu'en fait, les complémentaires, elles remboursent les dépassements d'honoraires. Et les médecins se disent, s'il n'y a plus de complémentaires, il n'y a plus de dépassement d'honoraires. C'est un peu chaud pour nous, quand même. Et enfin, il y avait les organisations syndicales. Pas toutes, évidemment, notamment la CGT. Mais la CGT, elle dit sécurité sociale intégrale, mais ça dépend les lieux où elle le dit. Okay. Et donc, effectivement... oui, je m'arrête. Pardon. Il y a 2 interventions. Ok. Ici. Bon, je ne sais pas. Rapidement, donc, du coup... c'est sûr. Non, mais parce qu'on n'a pas répété. Parce que là, on voyait qu'il y avait du travail, quand même. Allez, 2...
Non, simplement oui. Donc ça répond un peu à la question sur l'Alsace, le régime local d'Alsace. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais tout ça, c'est utopique. Pas du tout. C'est pas utopique. Ça existe déjà. C'est le régime local. Le régime local, il y a une cotisation en plus, c'est de la cotisation qui permet de financer des soins en plus. Et ça marche très bien. Ça marche tellement bien qu'ils baissent les taux de cotisation une fois de temps en temps parce qu'ils ont des excédents. C'est rigolo. Hein. Donc, et alors, est-ce que la Sécu est bien gérée? Non, bah, évidemment, moi, ma réponse, elle est double. Elle est, si on considère que filer des sous à des grandes chaînes d'hospitalisation privée à but lucratif, c'est bien géré, non, c'est sûr. Après, si la question c'est est-ce qu'il y a un trou de la Sécu, c'est non aussi. Hein. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle la sécurité sociale serait à deux doigts de faire banqueroute, elle est fausse. Dire, le trou de la Sécu, c'est un mythe. Il y a un super bouquin d'un collègue qui s'appelle Julien Buval, qui s'appelle Le mythe du trou de la Sécu, où il explique comment, depuis la naissance de l'institution, j'en parlais un peu moi tout à l'heure, il y a cette idée que ça coûte trop cher. Sauf qu'en réalité, ça c'est une construction médiatique, et même d'un point de vue purement comptable, vous prenez comment on appelle ça? Justement, les lois de financement de la sécurité sociale, dont j'ai parlé tout à l'heure, la première page de celle qui est passée en 49.3 par Borne cet hiver. Elle dit quoi? Elle dit que les recettes sont supérieures aux dépenses. Pourquoi? Parce que souvent, quand on dit sécurité sociale, on pense au régime général de sécurité sociale. Sauf qu'en fait, il y a plein d'autres caisses. Et quand on prend en compte toutes les caisses, notamment la fameuse d'assurance chômage, 4 milliards d'excédents, en fait, quand on prend toutes les caisses, il y a des excédents. Ça ne veut pas dire que c'est bien géré. Pas parce qu'il y a un excédent, c'est bien géré. Probablement qu'il faudrait dépenser plus, et notamment avoir de meilleurs droits au chômage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont c'est géré est très contestable. Et en tout cas, il n'y a pas de faillite à venir, proche ou lointaine. Mais c'est sûr que la façon de gérer coûte cher aux assurés. Et favorise certains acteurs plutôt que d'autres, notamment les acteurs capitalistes, qu'ils soient financiers ou producteurs de soins. Et ensuite, sur l'angle d'attaque, moi je suis d'accord, hein, mais en fait je pense que ce qu'on dit est complémentaire. C'est-à-dire que dire aux gens, partir des problèmes concrets d'accès aux soins, c'est très bien. Mais justement, si c'est pour déboucher à il faut plus de sous pour la Sécu, là, à mon avis, là c'est un peu quoi. C'est pour ça que, et du coup, voilà. Mais après, je suis d'accord avec vous. Hein, quand on cherche à convaincre, il faut partir des problèmes concrets des gens. Et c'est pour ça que moi, en fait, le problème concret que je prends, c'est pas l'hôpital du coin qui a fermé, c'est les complémentaires. Parce que quand on met le pied dans l'engrenage des complémentaires, on montre comment, en fait, le public, ça marche mieux que le privé. Et si ça marche mieux que le privé pour le financement, ça marche peut-être mieux aussi que le privé que pour l'hospitalisation, pour le médicament, etc., etc. Et en fait, il y a plein d'éléments pour montrer ça. Et donc, mais ça suppose un changement dans l'ordre du pouvoir. C'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Désolé d'avoir été loin. Oui, je vais essayer d'être rapide. Étant à la CGT, je connais le souci, puisque je fais partie d'une fédération qui a, depuis au moins une dizaine d'années, nous avons fait le forcing auprès de la Confédération pour que cette revendication d'une sécu intégrale soit au goût du jour. Et ça a été mis effectivement dans les statuts, dans les revendications et dans les congrès, sauf qu'on a toujours des freins, effectivement, de camarades qui disent mais attendez, qu'est-ce qu'on va faire des complémentaires et des salariés quand même des complémentaires? Moi je pense que la réponse simple, et vous l'avez dit dans votre historique, ces salariés qui sont dans les complémentaires, si on recrée une sécu qui est à l'origine, on aura besoin de tous ces gens pour remettre dans tous les territoires, dans les entreprises, des relais de sécurité sociale. Sur les complémentaires, on a aussi le problème sur lequel on est en train de réfléchir, parce que chaque organisation de la CGT réfléchit dans son coin, et notamment pour les retraités, parce que les complémentaires santé, pour les retraités, ils ne sont plus dans l'entreprise, donc ils n'ont plus les financements. La plupart des entreprises ne veulent plus financer les retraités. Ceux qui ont fait la richesse de l'entreprise n'ont plus le droit, ils doivent se débrouiller pour trouver des complémentaires santé à des tarifs parfois qui sont prohibitifs. Et une des batailles à mener, c'est aussi qu'au niveau de la Confédération, puisque pour l'instant on n'est pas dans la revendication de la sécurité intégrale, elle n'est pas aujourd'hui, il y a encore du boulot pour arriver, il faut déjà convaincre déjà, c'est de dire en attendant, il faudrait quand même que
au niveau des instances de la CGT, on est aussi une bagarre pour qu'il y ait une complémentaire santé qui soit accessible, au moins dans un premier temps, à tous les syndiqués retraités de la CGT, voire à plus, puis sinon, chaque organisation de la CGT, les 32 fédérations, même les 95 UD, chacun dans son coin essaie de négocier avec les complémentaires santé, bien évidemment, comme il n'y a pas le nombre. Et puis il y a aussi l'histoire des options, puisque plus vous avez d'argent, vous pouvez des options pour être mieux remboursé. Donc il y a aussi ces histoires complémentaires. Je pense que cette revendication et cette bataille de la Sécu, il faut la reprendre à l'origine. C'est pour ça que votre exposé sur l'histoire est très intéressant, parce qu'il permet de voir la réalité telle qu'elle était à l'époque. Et comme maintenant on est plus riche que la sortie de guerre, on est en capacité de gagner des choses. Vous avez dit qu'on pouvait vous passer d'accord avec vous. Non, parce que je ferai attention à ce que je dis. Donc c'est pour plaisanter. C'est pour plaisanter. Quand on parle de sécu, on parle, et c'est dit, on parle toujours que c'est un poids pour la société, alors que c'est une issue économique et sociale. On est trop sur la défensive à ce niveau-là. Au niveau des idées, de masse. Hein. C'est une solution. Imaginez le Covid confronté sans la sécu. Il n'est pas content. Juste une observation. 75% de la fraude, c'était dit en entrée, hein, c'est des professionnels de santé. Ce n'est pas les travailleurs. La fraude ne vient pas des assurés sociaux. Autre observation, la sécu, c'est pas que l'assurance maladie, hein. C'est la CAF, c'est l'assurance maladie et c'est la retraite. Ça, c'est la sécu. Oui ou non? Je me trompe? Pour moi, la sécu est le seul système que nous avons à notre disposition anticapitaliste, qui remet en cause l'hégémonie capitaliste. Alors, ce n'est pas une question philosophique, c'est que une part des richesses qui sont créées, d'accord, par les travailleurs, sont socialisées. Et ça, c'est ça qui fait la sécu. Alors, et vous en avez parlé, là, j'ai un point d'interrogation sur les chercheurs. Pas tout seul, mais chacun cotise suivant ses moyens et reçoit suivant ses besoins. C'est un non-sens, à mon avis. C'est un non-sens, parce qu'on ne cotise pas. C'est une part des richesses créées, calculée sur le salaire, qui est socialisée. Et je vais vous donner un exemple. On mélange, attention de traiter la protection sociale et la sécurité sociale. Ce n'est pas la même chose. Une protection sociale, tu peux la financiariser, tu peux la fiscaliser, la sécu, non. Il y a une idée, parce que ce qui embête le capital, c'est qu'il y a une partie de la valeur ajoutée créée par les salariés qui est socialisée, ce qui l'empêche d'aller au profit. C'est une prise avant profit. C'est ça le problème de la sécu. Je regrette qu'on ait abandonné cette idée, moi, parce que l'État nous a pris la gestion. Mais bon, la sécu reste quand même à nous. On a perdu cette notion de dire la sécu, elle est à nous, elle n'est pas à l'État. Et il faut contrer les positions de l'État. Bon, je vais vite, hein. Non, mais bon, il y a tellement la sécu, c'est un monstre. Je te disais, c'est un monument, on ne peut pas discuter. Alors, j'arrête. Je vais donner un exemple. Ce que je dis, ce n'est pas tout à fait faux. Partager des richesses, hein, on entend ça. Il faut partager les richesses, partager des richesses. Moi, je dis déjà, là, il devrait me dire, il vaut mieux socialiser les richesses. Ce n'est pas la même chose. Que répond le patronat? Et c'est en place, hein, je veux dire, c'est partage de la valeur. Bon, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait du profit au bout, on t'en donnera un petit peu. Mais c'est du salaire désocialisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis aux cotisations. D'accord? Si on fait du profit, et c'est en place déjà, hein, mais ça va se généraliser. C'est pour éviter de payer les cotisations. Bon, j'arrête, je vois que je vais finir. Je n'ai pas tout dit, hein. Donc, je suis mieux avec ça, mon micro. Moi, on était avertis quand même.
Moi, en 2017, j'ai reçu monsieur, comment il s'appelle, le patron des finances et de l'économie. Le maire. Monsieur le maire, il a écrit personnellement. Il est sympa, hein? Pas comme dans ses livres. À quoi servent mes impôts? Ah ouais. Première ligne. À quoi servent mes impôts? La cotisation sociale. Alors il faut qu'on décide là-dessus si c'est un impôt ou si c'est pas un impôt, la cotisation sociale. Et oui, et il n'a pas été écrit à moi, hein. Il a écrit à tous les Français. Et quand moi je vois qu'on n'a pas bougé là-dessus, ça m'interroge. Hein. Voilà. On est là. Ok, merci. Bon, je pense que j'aurais pas besoin du... Si? Ah, ok. Bon, merci pour votre présentation qui était vraiment très intéressante, très stimulante, pour reprendre les termes d'Hervé et de Yves. Mais du coup, elle m'a laissé aussi un arrière-goût de... comment dire, de perplexité. C'est-à-dire qu'on parle de bataille, et je suis ravi de l'entendre, parce qu'effectivement, il y a une réelle, vous l'avez montré, hein, il y a une réelle bataille qui s'est mise en place, et j'ai l'impression que, je ne sais pas où elle en est en fait, cette bataille. Est-ce qu'elle est pliée? Parce que là, on parle de bataille, mais est-ce qu'elle est pliée? Et tout ce que j'ai eu comme discours là, à ce soir, c'est que, étant donné que eh bien, les dirigeants sont beaucoup plus structurés que nous, que les dirigeants sont beaucoup plus, en fait, sont qu'un, alors que les ouvriers sont divisés, exactement. Est-ce que finalement, la seule solution, c'est de nouveau une guerre? Et c'est ça qui me perturbe, c'est quelle doit être, en fait, la chose qui va rassembler le peuple, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que malgré tout ce qui se passe, alors on parle d'écologie, on parle de différentes, entre guillemets, guerres, une guerre démographique apparemment aussi, donc vu qu'on regarde. Et j'ai la sensation que malgré tout cela, et en plus vous l'avez dit, malgré le fait que l'information ne permet pas le changement, eh bien on n'est pas d'alternative, et que la bataille, elle est pliée, c'est fini. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Cette deuxième salle, il n'y avait pas beaucoup de questions. Oui. Et je suis souvent d'accord en fait. D'abord sur l'enjeu de qu'est-ce qu'on fait des salariés, ça a été dit mieux que moi. Hein. Les salariés, il faut dire, dans le projet qui consisterait à étendre la sécurité sociale au détriment des complémentaires santé, si la seule opposition restante est que fait-on des salariés, c'est gagné. C'est-à-dire, que fait-on des salariés? On peut faire plein de choses avec les salariés des complémentaires. D'abord, il faut dire que ce ne seraient pas tous les salariés des complémentaires qui perdraient leur boulot. Parce que dans les complémentaires, il y a bien sûr il y a les mutuelles. Les mutuelles, c'est essentiellement de l'activité santé. Mais il y a aussi des instituts de prévoyance qui font de la retraite notamment, et des assureurs privés à but lucratif qui ont plein d'autres activités. La santé, c'est mineur pour eux. C'est-à-dire que pour les instituts de prévoyance et pour les assureurs privés à but lucratif, et en fait, les salariés, la santé, c'est pas leur seule activité. Donc il ne faut pas être tous virés, déjà, première chose. Ensuite, pour ceux qui perdraient leur emploi, on peut faire plein de choses. D'abord, on peut leur proposer éventuellement, et ce serait une façon de réutiliser les sous qui seraient économisés chaque année, d'améliorer le service public. Ça a été posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'est bien géré la Sécu? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous voulez arriver à un guichet pour poser une question, c'est pas possible, il n'y a pas de guichet. Vous êtes obligé de passer par Internet. Vous voulez prendre un rendez-vous, vous en avez pour des semaines. Donc on pourrait considérer que, plutôt que de faire un double travail, même si on ne faisait pas d'économie, au moins réaffecter ces salariés à des choses utiles pour les gens, ce serait un progrès. Vous voyez, l'argument des économies, c'est pas un argument qui dit qu'il faut faire des économies, pas du tout. Ces dernières années, la sécurité sociale, et en tout cas la Caisse nationale d'assurance maladie, elle a réduit les effectifs probablement beaucoup trop.
L'enjeu, c'est pas de dire on va faire des économies, on aura plus de sous dans notre poche. L'enjeu, c'est de dire que le système de double assurance, ça marche pas. Et que les sous qu'on pourrait économiser, on peut soit les économiser réellement, soit les utiliser pour faire autre chose. Cet argument, en fait, il sera jamais aussi puissant que la même chose en 1945. En 1945, tous les salariés qui étaient dans les anciennes caisses sont passés dans les caisses de sécurité sociale. Et ça a été un progrès que personne ne regrette. Enfin, sauf vous savez qui. Donc ça, c'est pas vraiment un enjeu. Sur la fraude, vous avez tout à fait raison. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, vous avez commencé en disant que vous n'étiez pas d'accord avec moi, j'ai pas vu sur quoi. Oui. Sur la fraude, d'abord, oui, il faut le redire. En fait, la fraude, évidemment, c'est la fraude des professionnels, mais même, je veux dire, la fraude, même des professionnels, elle est minime. L'idée de fraude, enfin, le phénomène de fraude est très résiduel. La Caisse nationale d'assurance maladie a sorti un document il y a un mois ou deux sur son bilan annuel de la lutte contre la fraude. Elle a détecté 466 millions d'euros de fraude. Alors là, on se dit 466 millions, c'est impressionnant. Bon, les dépenses de santé, c'est 300 milliards. Ça fait 0,01%. C'est l'ordre de grandeur. Hein. D'accord ? Donc la fraude, tout compris, c'est marginal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la fraude quand ça ne va pas. Mais elle est marginale. À quoi ça sert la fraude ? Ça sert à justifier le recul des droits. Voilà à quoi ça sert. Et effectivement, dans ces 460 milliards, il y en a un cinquième seulement, c'est la fraude des patients. L'essentiel, c'est la fraude des soignants. En particulier les pharmacies d'ailleurs. Bon, peu importe. Vous avez dit la sécurité sociale, c'est le seul système anticapitaliste. Oui, mais pas complètement. Oui, parce que il permet de mettre à l'écart du capital tout un tas d'activités, notamment l'activité de financement, mais pas complètement, parce qu'avec la Sécu, on finance des trucs complètement capitalistes. Hein. C'est la Sécu qui finance Ramsay, par exemple. C'est pour ça que l'enjeu du pouvoir sur le financement permet d'être plus complètement anticapitaliste, parce que en fait, depuis la Révolution française, il y a toujours eu, par exemple, des cliniques privées à but lucratif très importantes. Là où elles vont se développer massivement, c'est au XIXe siècle, mais surtout à partir du moment où il y aura les assurances sociales. C'est les assurances sociales publiques, puis la sécurité sociale publique, qui va financer la bonne santé des cliniques privées à but lucratif. Et donc c'est pas la sécurité sociale en tant que telle, c'est selon certaines modalités. C'est-à-dire lorsqu'elle est dirigée par des gens qui ont l'ambition d'en finir avec le financement de production capitaliste de soins. Après, je suis d'accord sur cette idée que la sécurité sociale, c'est de la prise avant profit plutôt que du partage des richesses. Ça me va. C'est juste que c'est pas vraiment l'objet de mon bouquin et de mon travail de discuter, disons, d'un point de vue théorique de ce que ça signifie. Et là, il y a plein de gens qui font ça vachement mieux que moi, comme Bernard Friot par exemple. Enfin, je veux dire, il passe son temps à raconter ça, je me suis dit, je vais pas répéter ce qu'il dit quand même. Mais vous avez raison, enfin, je veux dire, de toute façon, on parlait tout à l'heure de Piketty, hein, ce fameux économiste. Effectivement, la sécurité sociale, c'est pas du tout de la redistribution une fois qu'on a constaté que la distribution n'était pas satisfaisante. C'est que la sécurité sociale, lorsqu'elle prend sur les cotisations, eh bien, elle organise une forme de production alternative aux formes capitalistes. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a une telle opposition. Sur la question du partage de la valeur, vous avez tout à fait raison de parler de ça, d'autant plus que l'année dernière, lorsqu'on marchait tous, peut-être, contre la réforme des retraites de Mme Elisabeth Borne, au même moment, il y avait un accord national interprofessionnel qui était en discussion, dans lequel certains syndicats, alors qu'ils marchaient contre la réforme des retraites, étaient en train de négocier des formes de rémunération dites de partage de la valeur. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est des formes de rémunération non salariales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de la participation, de l'intéressement. Ça pose des problèmes. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est lié à la performance de l'entreprise. Donc si vous voulez une entreprise performante, il va falloir des conditions de travail dégradées. Donc ça, c'est quand même un problème. Mais ça pose aussi un problème, c'est que ça contourne le salaire sous sa forme, disons, nette, mais aussi sous sa forme socialisée. Hein, les cotisations. Donc évidemment, le partage de la valeur, c'est un truc, bon, ça ne va pas du tout. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est de la bataille ? Est-ce qu'elle est pliée ? Pas du tout.
Si j'ai donné cette impression, je suis désolé. Moi, je suis plein d'optimisme. Plein d'optimisme pour la reconquête. Vous imaginez, 6 mois, j'étais pessimiste. Dans quel état il était Croizat quand il était en Algérie au Bagne? Vous imaginez? Je parle de lui, parce qu'il est connu. Mais vous imaginez tous ces militants qui ont vécu l'histoire dont on a parlé ce soir? Ils ont vécu des périodes bien plus difficiles que la nôtre. Des perspectives souvent bien plus sombres. Hein? Donc, non, on a les moyens. Et il faut s'organiser. Et moi, je ne pense pas du tout que parce que les politiciens ils sont mieux organisés aujourd'hui qu'ils seront dans le futur. Évidemment que j'ai beaucoup d'optimisme. Et si je passe une partie conséquente de mon temps à parler de tout ça, c'est que je pense que, en parlant, on va s'organiser. Hein? Donc moi, j'ai l'option, non, on ne va pas attendre la prochaine guerre, d'autant plus que j'ai dit tout à l'heure, je veux dire, en sciences sociales, personne ne peut vous dire qu'il y a des lois universelles. Et en fait, il n'y a pas de loi universelle qui dit que guerre égale protection sociale après, pas du tout. En fait, il y a plein de pays où il y a des guerres, il n'y a pas de protection sociale après. Hein. Il se trouve que dans le cas précis de ce qu'on voit en France dans la période dont on a parlé tout à l'heure, ça s'est passé comme ça. Ça ne veut pas dire que ça se repassera comme ça, pas du tout. Hein. Et on va pas essayer. Hein. Donc oui, j'ai dit bataille au sens de conflit, 2 types de conflits. Le conflit militaire, bien sûr, et ça on n'en veut pas. Moi j'en veux pas, vous faites ce que vous voulez. Mais aussi le conflit social. Et donc là, il faut porter, c'est là qu'il faut porter le fer. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va se bagarrer.